de me demander si ça vaut la peine de me battre pour toi. Je crois en notre histoire, mais comment savoir? De me demander mon choix. Et de me demander si ça vaut la peine de me battre pour toi. J'attends depuis longtemps que tous les hommes qui me font. Je t'aime quand tu m'es malgré tout les tu connais le cœur, tu connais la vie, être humain pour la vie. Tu connais le cœur, tu connais la vie, si tu tâches la vie. Tu connais le cœur, tu connais la vie, être humain pour la vie. Tu connais le cœur, tu connais la vie, si tu tâches la vie. Maître Adams, bonsoir Moussa Fali. Que les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Yoanni, c'est Pado et la Côte d'Ivoire en fait. Ils sont collés. Elle te prend l'ordre du souk. Elle a pris son cœur, voilà, tout pour lui, elle a tout pris de lui, et malheureusement, elle n'arrive pas, comment dire, à profiter du bonheur qu'il nous a laissé comme trace, comme traçabilité, mais bon, ma foi, nous sommes dans un autre monde. Ils ont vu au Prado, ils sont bien faits pour la Côte d'Ivoire. Merci aux personnes qui partagent avec foi et amour. Je vous remercie énormément. C'est un réel plaisir. Toi et moi, merci au Prado. Lui et le Prado. Bonsoir tout le monde, aux personnes qui se connectent au fur et à mesure. Voilà, vous savez, on est là pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, hein, pour le beau yeux de tout un chacun. La vie est ainsi. Pensons au développement, pensons au bien-fait et bien-être de tout un chacun. Merci à tous. Bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, bonsoir maître Sori, Falikou, Adams, le deuxième homme Falikou Sanogo aussi, et puis Sori. Voilà, des personnes humbles qui ont l'amour pour la Côte d'Ivoire, qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, qui aspirent au développement, qui adorent la Côte d'Ivoire. Vous savez, leur bonheur, c'est quoi? C'est de voir un jour la Côte d'Ivoire dépasser l'Europe. Ça, c'est une merveille. C'est leur pensée à eux. Voilà, parce que nous en discutons au fur et à mesure. Quelle est l'utilité et le rôle des péages en Côte d'Ivoire? Voilà. Bien. Avant de commencer mon sujet, comme d'habitude, hein, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Le dévouement et le talent du gouvernement, à sa tête le président Ouattara,
donne du fil à retordre à certains Ivoiriens qui ne désirent pas le bienfait, c'est-à-dire le développement. Vous voyez, le bonheur des autres, la Côte d'Ivoire, pour eux, il n'y a que ça appartient pas aux autres. Et donc, ça dit tout ce qui brille, pour eux, c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça que l'autre fois, je vous ai dit que ça fait partie des personnes un peu catatoniques, qui veut dire que ce sont des personnes, ils sont allergiques au développement, en fait. C'est-à-dire, ils sont malades, ils n'aiment pas le bonheur des autres. Quand ils voient quelque chose qui brille, ça leur fait mal. Donc, ils se mettent à baver, hein. Ils sont en train de la rumination, c'est-à-dire ils ruminent, ils soliloquent. Vous voyez, c'est triste. Bien. Vous savez, comme on dit, commençons par l'Ivoirien nouveau. Même les Ivoiriens d'origine étrangère comme le Bénin, comme un Ivoirien comme Bénin, un Béninois d'ailleurs, est né dont la dépendance est en vogue de disparaître, qui laisse place à l'autonomie, qui veut dire maintenant l'Ivoirien nouveau ne compte plus sur les autres, n'attend pas sur le gouvernement, ne dit pas mon frère est ministre, donc il va falloir que je tende la main pour qu'il puisse m'aider. L'Ivoirien se lève lui-même de soi pour pouvoir acquérir une connaissance, pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. Alors, je vous montrerai une petite vidéo déjà pour commencer déjà, parce que vous savez, l'Ivoirien nouveau, c'est un Béninois, un Ivoirien d'origine béninois, voilà, comme on sait bien le dire, ok, qui fabrique les portables pour le bien-être de tous. C'est-à-dire, il a un cerveau. Il se met à travailler pour le bien-être des autres. Donc, on m'a envoyé cette petite vidéo qui m'a touché. Donc, à travers ça, j'essaie de faire mon petite idée dessus pour pouvoir évoluer. Alors, on va aller chez mon ami Falikou, qui m'a envoyé ce matin. Falikou Sanogo. Vous voyez, à travers les vidéos de certaines personnes, je m'inspire pour pouvoir avancer. Voilà. On va y aller doucement. Désolé, je suis un peu fatigué. Hein, je m'en excuse. Hein, je suis un peu fatigué. Je n'ai pas beaucoup dormir. Je viens de travailler comme ça. Voilà, on y va. Dans cette boutique de téléphonie de la capitale, un nouveau venu crée l'événement. Nom, OpenG, particularité, maîtrise 16 langues locales. Vous avez ici plusieurs langues. Donc, on va choisir le ensuite, on va les écrire les actions qui devaient nous servir. Bonjour. Grâce à des commandes vocales en dioula, sénoufo ou encore BT, les personnes ne sachant ni lire ni écrire, nombreuses en Côte d'Ivoire, peuvent désormais elles aussi profiter pleinement d'un smartphone. J'ai vu le design, ça m'a plu. Non seulement cela, il faudrait que tout et chaque Ivoirien doit les accompagner. Parce que ça va évoluer. Et c'est précisément l'objectif de son fondateur, Alain Capo-Chichi, 44 ans. Seul Africain nommé parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde en 2005, surnommé le Steve Jobs africain, ce Béninois établi en Côte d'Ivoire est à la tête du groupe CERCO, une université internationale qu'il a fondée à tout juste 20 ans et aujourd'hui installée au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en France et en Chine. Lancé au printemps 2022, son téléphone est entièrement assemblé ici, dans son usine de Grand Bassam. Il en aurait déjà vendu plusieurs milliers. Ce que nous avons essayé de faire, moi personnellement, en observant mes parents utiliser difficilement le smartphone, c'est de leur dire mais pourquoi ne pas leur faciliter la vie en privilégiant plutôt les commandes orales. Accessible via une interface similaire à Siri d'Apple ou Alexa d'Amazon, OpenG a nécessité un investissement global de 10 milliards de francs CFA, soit plus de 15 millions d'euros. Ce que nous on apporte désormais, c'est qu'on n'a plus besoin d'alphabétiser les gens. On n'a plus besoin de leur apprendre à lire et écrire. On a besoin seulement de les prendre tels qu'ils sont et de les insérer dans la vie économique. Que sais-tu faire? Et l'innovation a un coût, comptez 36 000 francs CFA, soit environ 54 euros l'unité. Une somme que cette vendeuse de bananes grillées n'a pas hésité à débourser. Ce téléphone est bien parce qu'il parle les langues locales.
C'est pourquoi ça me plaît. Il y a plein de types de téléphones, mais celui-ci est différent. En attendant de parler les 60 dialectes ivoiriens, le téléphone est configuré dans d'autres langues africaines, comme le Wolof, mais aussi le français, l'anglais et l'arabe. Bien, bien. Alors, vous voyez, ça c'est marginal, de plaisir. Alors, le général Vargando, demandé ministre de l'Intérieur, hein, vous voyez, va inaugurer aujourd'hui, hein, demain, c'est-à-dire le 29, le 30 et le 31. OK? 3 communes. Vous voyez, le Méangui, OK? Vous qui connaissez à l'ouest, le 29 et le 30 de Diogonefla, hein, le 30, c'est-à-dire demain, et demain, après-demain, ça sera le 31 août, celui de la commune de Cocody. Vous voyez? 40e de Cocody. Fin de la ville de Cocody, je ne sais pas comment on dit ça, hein, voilà. Voilà, je vais entrer dans le vif du sujet. Alors, pour moi, c'est quoi l'utilité? Pour moi, hein, l'utilité, le péage est un droit que l'on doit acquitter pour franchir un passage ou emprunter un ouvrage d'art qui s'applique aux personnes véhiculées ou aux marchandises transportées. Je m'en excuse, je suis vraiment fatigué, je ne vais pas vous mentir, je suis vraiment fatigué. Bon, je n'ai pas le choix, puisque j'ai pris ça à la date aujourd'hui, et demain je travaille, donc malheureusement, je n'ai pas pu. Alors, j'ai aussi le rôle pour moi. Le rôle permet au montant de rembourser les emprunts contractés par la construction de l'autoroute, d'assurer les dépenses d'exportation et de financer le renouvellement de l'infrastructure. Exemple, l'autoroute d'Anyama, de Bongouanou, d'Abidjan et de Bassam, mise en service en 2010 ou en 2021, nécessite des premiers travaux de renouvellement. Alors, j'ai appris par certaines personnes qu'il y aura beaucoup d'autres autoroutes, okay, qui seront en vogue, qui seront mises en service pour le bien-être de tous. Bon, apparemment, il y a des personnes qui sont contre. Vous voyez? Alors, on dit par exemple de Port-Boué à Makori ou bien de Port-Boué à Cocody ou en franchissant le premier péage, c'est en plein capital, donc c'est très cher. Moi, je comprends. Alors, nous allons aller un exemple en France. L'autoroute la plus chère est à Paris, de France est à Paris. Qui veut dire quoi? Nous nous plaignons de celui d'Abidjan. Je trouve que l'autoroute du portion la plus chère de France s'élève à 50 cm le kilomètre. Je vous parle de l'axe entre Paris, La Défense et Orgeval, pour ceux qui vivent. Sur l'autoroute A14, la portion de seulement de 16 km facturée à 55 cm et euros 63 centimes depuis le 29 juillet 2021. Vous voyez vous-même, cela veut dire quoi? En fait, je me demande qu'est-ce qu'on veut réellement. On ne veut pas de développement chez nous, c'est ça, si je comprends bien. Le pays est en émergence. OK? Il faut émerger. On ne peut pas toujours rester stagné. Nous avons une personne, un brave personnage, notre président Ouattara, avec son équipe, avec les amoureux de la Côte d'Ivoire, qui met quelque chose en place. C'est pour le bien-être de tous. Parce que quand on met les autoroutes, à votre avis, c'est pourquoi en fait? Franchement. Vous voyez? C'est pour faciliter l'accès. C'est un choix. Vous voyez? Par exemple, de Port-Boué à Cocody ou à Makori, c'est un choix. Soit pour aller plus vite, vous prenez la voie, l'autoroute pour aller plus vite. Parce que je dis ça pourquoi? J'ai un taximan qui devait me déposer de Cocody à Makori. Le jour du mariage de Québec, qui m'avait appelé en urgence. Donc, pour la facilité, il a choisi, l'autoroute. Vous voyez, c'est fiable pour certains. Soit vous prenez d'autres routes qui est assez longue. Par exemple, moi, si je dois aller à Nantes ou à Lyon, j'ai le choix. Apparemment, en Côte d'Ivoire, on me dit souvent, il n'y a pas trop de choix. Vous voyez? Par exemple, si je prends la nationale, je mettrai plus d'heures. Alors que si je prends l'autoroute, ça va me faciliter la tâche.
voyez? Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je vois, je peux prendre une première qui aimerait intervenir. Je m'en excuse, donc franchement, je pense que ce n'est pas un bon jour pour moi aujourd'hui. Je suis vraiment fatigué, je m'en excuse. Alors, on va commencer par une dame, Annie, qui va nous parler un peu de celui de sud de la France, parce qu'elle était en vacances. On va voir si elle est joignable. Et après, je prendrai, voilà. Excusez-moi. Hein. Ah, elle est occupée. Bon, on va prendre maître Facilé. C'est en Côte d'Ivoire, Facilé. Non, il m'a dit qu'on a un deuxième. Il m'a dit un deuxième. C'est maître. 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 Maître audio. Maître audio. Je m'en excuse, hein. Voilà. Alors, Mohamed Kouyaté, bonsoir. La personne clé même, ma foi, m'a fait défaut. Bonjour, maître. Oui, bonjour, maître Kwadio. Voilà. Oui. Voilà. Tu peux baisser un peu là. Allô? Oui, maître Kwadio, bonsoir. Ouais, comment ça va? Je vais très bien. J'ai déjà commencé, hein. Tu t'as suivi un petit peu ou pas? Attends, je me déplace un tout petit peu parce qu'il y a la télé là. Ah, dommage. Allez. Voilà, je suis maintenant. D'accord. Là. Voilà. Bon, j'ai commencé. Alors, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. Alors, qu'est-ce que. Oui. Alors, on parlait des péages, non? Tout à fait. Quelle est l'utilité et le rôle des péages en Côte d'Ivoire? Certains sont contre, certains sont pour. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est quand même que les péages, il y a un entretien routier qui est fait. D'accord. Et cet entretien routier n'est pas, c'est pas anodin. Il faut de l'argent. Et pour avoir cet argent, on va pas encore emprunter de l'argent pour pouvoir entretenir les rôles qu'on fait dans nos pays. D'accord. Donc, le péage, ça sert à cela. D'accord. Donc, il faut que les gens comprennent ça. On veut le développement, mais on ne veut pas dépenser. Ça, c'est pas normal. Parce que dans n'importe quel pays, même en France ici, même en France ou bien en Pologne ou bien je ne sais pas où, lorsque tu prends l'autoroute, tu payes. D'accord. Lorsque tu prends l'autoroute, tu payes. Il n'y a pas d'autoroute qui n'est pas payante. Donc, toutes les autoroutes sont payantes. Ça, c'est la première des choses. Bon, la deuxième des choses, c'est que pour la première fois, en Côte d'Ivoire, nous avons des routes qui sont en train d'être faites, des autoroutes avec des péages. Mais moi, je crois que dans une certaine mesure, tous les Ivoiriens doivent pouvoir contribuer au développement du pays. Quand on dit contribuer au développement du pays, ça ne veut pas dire qu'il faut aller travailler dans un bureau ou bien dans une entreprise. Non, c'est aussi la participation qu'on met dans les dépenses qui fait le développement d'un pays. Donc, moi, je considère que c'est une idée très géniale de faire des routes et des péages pour que chacun puisse circuler avec beaucoup de précautions, mais en même temps, chacun doit contribuer à entretenir ses routes. Parce que, vous savez, 1 kilomètre de goudron, de bitume, ça coûte excessivement cher. Bon, donc, c'est pas gratuit. Or, l'État du Côte d'Ivoire a dû emprunter beaucoup d'argent pour faire ça. Si nous aidons l'État à continuer, c'est-à-dire à contribuer en payant l'autoroute, on va voir que l'État va pouvoir emprunter encore pour refaire d'autres autoroutes. Tout à fait. Et puis on va pas s'arrêter là. Effectivement. Voilà, c'est comme ça que donc, il faut avoir un esprit positif. Merci. Il ne faut pas voir. Là, moi, j'entends dire que l'autoroute de Bassam coûte trop cher, ceci, cela. Non! L'autoroute de Bassam ne coûte pas si cher que ça. Parce que quand les gens utilisent, ils achètent des paquets de cigarettes par jour, ils dépensent par
Ah, on t'entend plus là. Attends, là, c'est un peu coupé là. Ne quitte pas. On t'entend plus. Ne quitte pas, je te rappelle, parce que ça passait pas. Maître, quoi Dieu. Maître, quoi Dieu. Voilà, c'est reparti. Mon excuse, ça a été coupé. Désolé, ça a été coupé. Hein. Ouais. On t'entend. Oui, on t'entend. Alors, moi, je disais que malheureusement, nous, Ivoiriens, on n'a pas été habitués depuis du président. On n'a pas été habitués à faire des efforts pour le pays. On aime faire des efforts individuels. Mais lorsque maintenant, aujourd'hui, avant on était 6 millions, aujourd'hui nous sommes à 22 millions, ça veut dire qu'il y a eu une multiplication des individus. Donc les besoins sont accrus. Mais les besoins sont accompagnés aussi des devoirs de chaque citoyen. Il faut que les gens comprennent ça et que si nous avons des autoroutes, c'est tant mieux. En Afrique, il y a combien d'autoroutes? Il y a combien d'autoroutes? Bon, allez-y au Sénégal, c'est 3 000 francs le péage. Ici, on a 1 000 francs et on se plaint. Je ne sais pas comment les gens y réfléchissent. Bon, mais je pense que ça aussi, c'est lié à tout ce rejet qui est dans l'esprit comme ça. Bon, c'est Ouattara qui appelle, c'est pas ceci, c'est pas voilà. Donc ça, il dit non, c'est tout ça. Mais ça aussi, manipulation politique sous-bassement, qui ne dit pas comment. C'est-à-dire qu'on instrumentalise les gens pour faire croire que c'est tellement cher qu'il ne faut pas. Alors qu'un péage à 1 000 francs, c'est tellement. Je suis désolé, et on dépense dans les trains. Quand tu vas dans les maquis, ce que les gens dépensent par nuit, ça dépasse plus fort. Donc, il faut qu'on soit un peu raisonnable et que nous aidions tous à aider le gouvernement à faire beaucoup de routes et beaucoup de choses. Mais toutes ces routes doivent avoir des péages. D'accord. Ça, il faut qu'on le comprenne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, ne quitte pas, j'ai Maître Stéphane qui est là. Bonsoir, Maître Stéphane. Bonsoir, Mike. Bonsoir. Bonsoir, c'est Maître Quadio. Bonsoir. Oui, je voulais, comme on parle des péages, moi je suis vraiment content qu'on parle des péages. Mais je crois qu'avant qu'on ne parle de tout ça, même, je crois qu'il y a eu, d'abord au départ, il y a eu un problème encore de communication, comme on le dit toujours. C'est en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas allé à l'école. Et beaucoup de ceux qui sont là à l'école, beaucoup de ceux qui ne sont pas là à l'école, malheureusement, sont ceux qui sont les chauffeurs à Abidjan. La plupart des chauffeurs à Abidjan, ils prennent 10 chauffeurs, il y a au moins 10 ou 7 qui ne sont pas là à l'école. Et tous ceux qui font le transport interurbain ne sont pas là à l'école. Donc, ceux-là, on veut faire, par exemple, pour créer des péages, je pense qu'il faut informer suffisamment la population. Dans toutes les langues, dans les langues même locales, même s'il le faut, il faut sensibiliser au maximum. Mais souvent, les gens ne sont pas sensibilisés, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Quand on dit péage, même dans les villages, ils ne savent même pas que je vais venir appuyer mon véhicule, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Moi, je crois qu'il y a toujours, comme je le dis, il y a toujours un problème de communication. Il faut toujours informer les gens, informer les populations longtemps à l'avance. Qu'est-ce que c'est qu'un péage? Quelle est l'utilité des péages? À quoi ça sert? Son rôle, c'est quoi? C'est quoi après? L'agent prend le réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Il faut informer les gens. Les populations ne sont pas informées. Donc, ce qui fait qu'ils ne savent pas ce que c'est que le péage, ils pensent que l'argent, c'est le gouvernement qui prend l'argent pour mettre dans ta poche, pour le gouvernement prendre l'argent pour se distribuer. Donc, ils vont comme un gâteau, chacun va prendre sa part et ils vont se distribuer. Donc, dans le fond, ce n'est pas ça. Le péage, en fait, les péages dans tous les pays, même si au Canada, ici, là, il y a assez de péages. Tout à fait. Là, il y a assez de péages. L'argent du péage sert à faire quoi? Comment on dit? Ça sert à faire des routes, ça sert à réparer des routes. Parce que nous, à Abidjan, là, ils vont se faire tout. Il n'y a pas de route ici, là, c'est cassé. Ici, là, c'est détruit. On ne peut pas circuler. Certains est cassé. Certains est brisé au cœur des gens. Certains est cassé pour des gens. Tout ça, là, pour réparer tout ça, là, ça demande de l'argent. Le gouvernement a beaucoup de choses à faire. Donc, il faudrait que les routes, ceux qui construisent les routes, arrivent à trouver des moyens pour se prendre en charge, pour réparer ces routes, pour créer de nouveaux ponts, pour créer de nouvelles routes, pour réparer les anciennes routes, et ainsi de suite. Donc, c'est l'argent des péages là qu'on prend pour faire ça. C'est l'argent des péages. Donc, il faudrait que les gens acceptent les péages. Maintenant, il y en a qui disaient que non, moi je suis à Bassam, je loge à Bassam, je dois travailler à Abidjan, je dois payer le péage matin, je dois payer le péage le soir. Alors que je suis à Bassam, Bassam c'est à Abidjan, puis moi, pour qu'on ne pénalise pas les gens de Port ou des contacts, puis moi je suis à Bassam, on me met ça au milieu, mais moi, je suis pénalisé. Donc, okay. Ceux qui gèrent le péage ont essayé de trouver un juste milieu pour que
que les gens de Bassam, au moins, bon, on peut aller jouer au moins des tâches parce qu'ils vont faire des va-et-vient. Donc, on a essayé de voir un peu le prix pour eux. Mais ça demande certaines conditions. Il faut envoyer la carte des résidents. Et cette carte des résidences, pour dire que tu loges vraiment à Bassam, il faut des trucs comme ce papier de CISDD. Il faut que tu loges à Bassam avec ton nom, avec ta carte d'identité. Donc, cela, on essaie de faciliter un peu, les choses pour l'autorité de Bassam, je vais dire. Maintenant, moi j'ai entendu des gens crier par-ci par-là. Mais pourquoi il n'y a pas de péage au nord de la Côte d'Ivoire? Moi je me demande bien s'ils vivent en Côte d'Ivoire. S'ils vivent en Côte d'Ivoire, ils te laissent savoir que s'ils vivent vraiment en Côte d'Ivoire, c'est pas raconter ces gens de Boubar, là. Les Boubars, pourquoi il n'y a pas de péage au nord? Eux, ils voient tout comme des pays, ils voient tout comme des régions, mais non, au nord là, il n'y a pas de trafic. Le trafic là-bas, le trafic routier est faible. Les gens là-bas, là, c'est plutôt les motos. Ceux qui font le trafic, c'est plutôt les motos. Mais les motos, là-bas, ils quittent les gens prennent les pistes villageoises et qui sont partis. Il y a combien de voitures, il y a combien de cars qui roulent interurbains, qui roulent de Korobo par exemple à Boudali. Il y a combien de cars qui peuvent rouler là? Il n'y en a pas. Peut-être il y a 10, 20, le trafic n'est pas dense. Donc les péages, là, on fait les péages où le trafic est dense. Le trafic, la densité du trafic, les trafics commencent depuis le centre pour venir au sud et à l'ouest et à l'est. Au nord, là-bas, la plupart du temps, les gens circulent à moto. C'est maintenant que le président Ado est en train de bitumer toute la zone. C'est ça que maintenant, bon, avant les policiers ne pouvaient pas rouler. Avant qu'on mette quelqu'un au nord, il a dit, ah, pourquoi il s'est passé, pourquoi on met au nord? Il pense que c'est une punition. Mais pourtant, là-bas, c'est la Côte d'Ivoire. Le nord, là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais on met un fonctionnaire là-bas, il dit, ah, c'est nous parce qu'il y a quelqu'un qui m'a puni. On t'a puni comment? Donc, ceux qui vivent là-bas, là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens, c'est bien des Ivoiriens. Et quand le président Ouattara a dit, le nord a accusé un retard, il faudrait qu'on essaie de combler ça. Donc, ils sont en train de faire les routes au nord. Parce qu'avant, il n'y avait pas de route, c'était des petites villageoises, et là, il n'y a pas un cas qui peut rouler là-dessus. Ceux qui passaient à Mankono, ils en savent quelque chose. Le moment qu'ils arrivent, ils arrivent à Mankono, d'aller à Mankono, ça arrêtait plutôt à Séguéla. Ils ont d'autres moyens maintenant pour partir à Mankono, parce que les cas ne peuvent pas arriver, il n'y a pas de rue. Mais maintenant, il y a le bitume partout. Le bitume presque tout le nord. Mais c'est parce que jusqu'à présent, le trafic n'y est pas dense. Il n'y a pas de densité de trafic. Or, le péage, là, ça marche avec la densité de trafic. Pour l'ouvrage, là, on a pris de l'argent pour construire le péage. Il faut bien qu'on rembourse. On rembourse avec moi. C'est pas le gouvernement qui a remboursé encore. Et ceux qui circulent là, les usagers là, qui doivent rembourser l'argent de ces péages là, l'argent de péage qu'on peut pour réparer les roues. Donc, les gens comprennent que ce n'est pas une affaire des cours, ce n'est pas l'affaire des partis politiques qui disent que non, comme le président vient de Congo, les gens du Nord, même de mettre des péages, ils veulent pas que ses parents n'ont qu'à payer aussi. Mais non, ce n'est pas ça. C'est loin de là. C'est où il y a la densité de trafic là. C'est là où on met péage. Il y a au sud, là, il y a la densité de trafic. À l'est, à l'ouest, là, il y a la densité de trafic. C'est le camion qui circule. Mais là, non, au nord, là, il y a beaucoup de bras. Après, il y a beaucoup de qui montent. Il y a beaucoup de motos. Motos, on va pas quoi, là, un péage. Il prend les pistes, là, rapidement, il est arrivé. Il va mettre 500 péages, donc il peut prendre la piste rapidement pour arriver. Mais les motos, là, c'est tout parti sur les pistes. Il va faire les pistes rapidement, il est arrivé. Donc, c'est pas juste qu'on fait un péage là-bas, ça ne va pas produire de l'argent. Le péage, c'est on va faire, on ne peut même pas rembourser l'argent de ces péages-là. Et encore le même contribuable ivoirien, il va mettre encore la main dans sa poche pour aller payer ce qu'on a fait pour payer ce péage-là. Moi, je crois que les Ivoiriens doivent comprendre. Et puis, je pense que les autorités qui sont chargées du péage, c'est-à-dire que le ministère des Transports, vraiment, ils n'ont qu'à continuer de sensibiliser la population. Il y a un manque d'information. Et puis, tout le monde n'est pas allé à l'école. Je pense bien que nous, on doit passer peut-être au journal et puis dire ça dans plusieurs langues pour que les autres détenus là, pour que la plupart des gars comprennent. Parce que c'est rien qui savent ce que c'est que les payeurs disent on passe au paye, mais l'argent payé c'est quoi? Est-ce que l'argent va où? Bon, ça c'est encore une manière de nous voler, c'est encore une manière de nous piller, c'est comme ça les gens parlent. Ils veulent nous voler encore, on a nos sous déjà, ils veulent nous prendre encore de l'argent. On leur montre pas l'utilité, on leur explique ce que c'est, on leur montre pas l'utilité, on leur dit pas les fonds recueillis, à quoi ça va servir? Je crois qu'il y a un problème de communication. C'est que nos autorités apprennent à communiquer. Dans le temps que le président Ouattara s'était plaint, il a dit que dans les ministères, les services de communication dans les ministères, ne foutaient rien. Il a tapé du poing sur la table. Il a tapé du poing sur la table là. Voilà encore un plan de communication qui est posé. Pour moi, c'est un plan de communication. Et les autorités du transport, la communication, s'agit du péage ne communique pas. Parce que la communication, ça reste au niveau seulement des intellectuels. Mais si ça reste au niveau seulement des intellectuels, mais ceux qui ne sont pas partis à l'école, ils font comment? Ils font comment? Comment ils vont faire? Ok, monsieur Stéphane. C'est ça le problème? Monsieur Stéphane. Oui. Alors, avant que vous parlerez, est-ce qu'on peut écouter une personne qui est à Abidjan? Oui, on peut l'écouter. Bonjour, monsieur Facilé. Bonjour, Mike. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Alors,
Nous avons Monsieur Maître Kouadio qui est en France et Maître Stéphane qui est au Canada et vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Alors, je vous laisse la parole en priorité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le péage, l'utilité du péage et le rôle du péage? Bon, je ne sais pas ce qu'en ont dit les intervenants qui m'ont précédé. Oui. Ce que je sais, c'est que pour avoir vécu à l'étranger comme eux, pour avoir visité le Canada, avoir vécu aux États-Unis, avoir également vécu en France, le péage en souffre et aux Antilles, merci Mike de le préciser, le péage j'en ai vu partout et c'est en général un facteur de développement. D'accord. Maintenant, il est clair que quand on construit des routes, on construit des autoroutes, ce n'est pas forcément à l'État de le faire. On peut contracter avec des entreprises privées qui vont le faire et puis se rembourser parce que ces routes que nous utilisons, quelqu'un doit les payer. Le problème est que la vraie question ici, je pense, est-ce que le coût est trop élevé et ne correspond pas à une réalité locale? Ou est-ce que simplement il ne faut pas de route à péage en Afrique? Ma réponse serait qu'il en faut. Il faut, à mon avis, travailler un peu plus sur le coût, sur le poids que cela représente sur les salaires des gens. Mais sinon, des péages, aux États-Unis, il y en a. Ok, vous avez la I-95 qui part depuis le sud à Miami qui monte jusqu'à New York. Et puis à côté, vous avez le péage qui, lui, a son coût. Et là, les prix sont beaucoup plus élevés, mais c'est vrai que ça correspond au salaire des gens. Il y en a au Canada également. Il y en a en France, des routes à péage. Donc, s'il y en a chez nous, pour moi, ça n'est pas un drame. Je pense que la question se pose de manière cruciale en Côte d'Ivoire, davantage à cause du coût. Et ça a été récemment d'actualité avec l'histoire de l'autoroute de Bassam, parce que les gens, à tort ou à raison, se sont plaints du coût élevé de 1000 francs. Je pense que c'est ça. Maintenant qu'il faille des routes à péage, bon, c'est simplement la suite logique des choses. Nous sommes dans une phase de développement, et je pense que le président Ouattara l'a compris. Nous sommes dans une phase de développement où des fois il faut s'endetter pour construire des choses et puis les rembourser. Voilà, ça c'est mon point de vue dans un premier temps sur la conversation. D'accord, merci. Alors, Maître Steph, on vous laisse la continuité. Et qu'est-ce qu'on venait d'entendre notre M. Facilé, qui a aussi beaucoup voyagé, qui a beaucoup d'expérience? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que j'ai parlé même de l'autoroute de Bassam, parce que bon, les gens se plaignaient du coup un peu trop élevé, surtout pour les habitants des Bassam. Les autres, là, les gens se plaignaient, mais c'est surtout les gens des Bassam qui disent, bon, nous on est juste à on peut dire qu'on est à Abidjan, et puis finalement nous sommes pénalisés, alors que ceux de Borgo ne le sont pas, on aurait pu mettre l'autoroute après Bassam, par exemple. Mais ça, là, c'est déjà avant Bassam, donc ils se sont pénalisés, donc ils pouvaient payer, mais pas comme les autres Ivoiriens, pas comme les autres. Parce qu'ils vivent à Bassam, donc dès qu'on a apporté une certaine facilité. Et là, les responsables des pays ont compris que bon, il faut faire plus d'efforts pour les gens des Bassam. Et là, on voyait comme la carte des résidents. Et là, on voyait comme les manufactures de stériles ou des sauts d'estime. On voyait que vraiment, ils étaient à Bassam. Accompagné d'une carte professionnelle, accompagné d'une carte d'identité, une carte d'identité, vous pouvez que vraiment, ils résident à Bassam. Bon, ça a été fait. Et j'ai dit aussi que il y a aussi un problème de communication. En Côte d'Ivoire, on prend 100 personnes. Il y a peut-être une quarantaine, une cinquantaine qui n'est pas lettrée. Et puis la plupart de ceux qui ne sont pas lettrés en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui roulent les véhicules étaient urbains. Les camions de transport étaient urbains, comme les bacans, comme les autobus, qui les roulent. Bon, ceux-là, souvent, ils ne sont pas beaucoup lettrés. Moi, je pense qu'il y a un peu de communication qui se pose. C'est vrai, on ne prend pas des péages, c'est un peu tout intellectuel. Voilà ce qu'on va faire, c'est un peu tout technique. C'est pas trop qui comprend ça. Moi, je pense que les autorités qui sont chargées de péage doivent beaucoup communiquer. Même dans nos langues noires. Même en Baoulé, en Pété, en Dula, tout en Dula, parce que la plupart des transporteurs, de ceux qui font des chauffeurs, la majorité sont des Dula. Et beaucoup ne sont pas allés à l'école. Il faut dire la vérité. La plupart des chauffeurs ne sont pas allés à l'école. Donc, il faut qu'on insiste ça dans nos langues. À ceux qui sont propriétaires des bâtards, ceux qui sont propriétaires des camions, ils comprennent l'utilité, le rôle du péage, l'utilité du péage. En dehors de tout ça, c'est le péage aussi pour un problème de sécurité. Ça participe à la sécurité, Par exemple, si un véhicule est volé, et puis le gars, la personne a pu progresser par les mêmes
possible que le gars va passer par le péage. Et là, le péage va le révéler, il y a plein de ceux qui est venu là, qui est passé à terre. Ou bien les policiers sont en train de poursuivre des bandits, puis en emprunter l'autoroute, le péage peut créer un ralenti. Le péage peut créer un ralenti, parce qu'il faut ralentir pour aller dans le péage. Donc, c'est comme ça, parce que rattraper ces bandits-là, et puis bon, les minorités peuvent les faire passer à la justice. Non, parce que le péage aussi, c'est ça, ça peut participer à cette affaire de sécurité-là. Par exemple, on est envahi par des gens, on est envahi par des filles, ça va passer par le péage, tout ce qui passe par le péage aussi. Qu'est-ce qui passe par le péage? Il y a une cargaison qui a fait des passer, qui a été peut-être signalée, ça passe par le péage, parce que tout le monde prend les pièces qu'il a jointes, il va prendre le gros. On peut l'intercepter au péage. Donc le péage aussi, quelque part, du point de vue de la sécurité, du point de vue sécuritaire, c'est une bonne chose. Non seulement on va pouvoir les moyens qui sont activés, on peut faire une nouvelle route avec les recettes. Maintenant, le plan qui se pose, peu importe le plan qu'on doit poser après, c'est que l'argent récolté par les péages, est-ce que ça sera bien géré? Est-ce que ça sera géré de façon efficiente? Est-ce qu'il n'y a pas de détournement? Parce que déjà, il y a eu les affaires de détournement. Est-ce que ça sera bien géré? Est-ce qu'il n'y aura pas de détournement? Est-ce que le gouvernement va nommer quelqu'un à partir de la gestion des services recueillis par les péages? Moi, je crois que c'est ça qui doit être le point focal aussi. Est-ce que l'argent des péages sera géré à bon escient? Est-ce que Comment? Je peux intervenir? Monsieur Steph, oui? Oui, il peut intervenir, oui. Ok, après je laisserai la parole à Maître Dieu, oui. Voilà, je pense qu'effectivement, on s'est entendu sur ce point-là, mais il faut faire au gouvernement le crédit de l'honnêteté. On ne peut pas s'empêcher de construire notre pays uniquement sur la base de est-ce qu'ils vont faire ceci, est-ce qu'ils vont faire cela. D'emblée, à moins que quelqu'un ne soit chopé en train de rouler, il faut leur faire confiance. Vous voyez, moi j'ai quitté, juste pour une petite histoire, j'ai quitté ce pays en 1980. Ok, j'ai pu rentrer aujourd'hui dans mon pays, la Côte d'Ivoire, 40 ans après, à cause de tout ce que j'ai trouvé ici, qui aujourd'hui me permet de vivre en Côte d'Ivoire comme lorsque je vivais à Miami ou comme lorsque je vivais ailleurs. Toutes les infrastructures sont là. Et ça, il faut faire ce crédit-là au gouvernement en place. Maintenant, le problème est que nous, Ivoiriens, et puis par extension en Afrique, on a le réflexe du gouvernement qui doit tout faire. On hésite souvent à faire notre part. Au motif qu'on paye des impôts, on estime qu'il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais on peut nous demander une contribution. On peut nous demander une contribution. Moi, j'avais pas ça. C'est vrai que ça pénalise beaucoup de gens, ce péage à 1000 francs. On a trouvé une alternative de le faire à 500 francs, mais les gens continuent de se plaindre. Et je vais même plus loin. Les transporteurs dont on parle continuent de facturer, de surfacturer le transport, mais ne paient pas le péage, alors que c'était le motif social. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on arrête de trop de... Comment ça se fait nous-mêmes aussi, quel est notre intervention? Non, c'est vrai. Les gens vous disent, ils ont augmenté de 200 francs, mais en même temps, ils continuent de prendre l'ancienne route. Et ça, c'est un mauvaise foi. Donc, on ne peut pas voilà. On ne peut pas toujours tirer sur le gouvernement et tout attendre 200 pour le. Moi, ça ne m'a pas gêné. Ce n'est pas une question que j'aurais plus de moyens que d'autres. Ça ne m'a pas gêné parce que je suis habitué même ailleurs, à l'étranger, à prendre des routes pour payer parce que je veux aller plus vite. Bon, le phénomène est nouveau ici. C'est vrai qu'il y a un manque de communication, mais en même temps, on ne peut pas demander au gouvernement de nous construire des routes, de les entretenir pendant 30 ans et que nous on passe dessus et puis il n'y a rien au motif qu'on paye les impôts, surtout quand on sait que tout le monde ne les paye pas. Vous voyez, donc là, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, quoi. On tourne à un moment, il faut que nous aussi on sache que bon, c'est vrai, on paye nos impôts, c'est vrai, le gouvernement est tenu mais nous aussi, en tant que citoyens, nous sommes tenus de participer à l'effort de construction de notre pays. Et honnêtement, les 1000 francs dont les gens se plaignent, et je sais que ça beaucoup vont me sauter à la gorge, ils le dépensent dans les maquis. Vous voyez, c'est triste, mais c'est ça. C'est ce qu'il a dit, Maître Richard. Alors, permettez-moi, j'ai une personne qui est à Korogo,
mais qui travaille à Korogo, mais qui est Dida. Vous voyez ce que je veux dire? Il vient de m'envoyer un message comme ça de Korogo. Il n'y a pas de péage pour l'instant vers Korogo en dehors des 2 péages sur l'autoroute à Kenki et Nizianois, mais j'ai lu qu'il y aura d'autres péages à venir, dont un vers le nord d'ici. On parle de plus d'une vingtaine de péages routiers dans tout le pays. Vous voyez? Bon, après, il me dit comme ça, il faudrait que l'argent récolté serve effectivement à l'entretien des routes et pourquoi pas à la construction de nouvelles routes. De 2, il faudrait que l'usager de la route ait le choix de la route, c'est-à-dire, par exemple, si je vais à Korogo, il faudrait que je puisse décider si je prends la route avec péage qui est peut-être moins encombrée, plus rapide ou bien qui présente plus de commodité, par exemple. Ou alors, je prends la route sans péage qui est plus encombrée, moins rapide peut-être. Alors, moi, ce que je peux dire dans tout ça avant que je laisse la parole à Maître Quadio, c'est-à-dire en fin de compte, je m'étais aussi plaint un petit peu moi quand j'étais à Abidjan, lorsque j'allais à Bongouanou, à Yamoussoukro, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Parce que chez nous ici, quand on prend le péage, c'est d'abord l'étiquette. Et en sortant, et là, on paye. Mais effectivement, j'ai pu réfléchir après qu'à fin de compte, c'est pas pareil. Chaque pays a sa façon de voir les choses, ses protocoles. C'est-à-dire, celui qui prend le péage d'entrée, il sortira sans payer. Puisque c'est pas comme ici, par exemple. Si je vais, par exemple, à n'importe où, n'importe quelle sortie, il y a un péage pour sortir. Alors, donc, ici, il n'y en a pas. Donc, ils seront gagnants. Donc, je pense que le président Ouattara, c'est bien fait. Dès que tu rentres, tu payes. À la sortie, tu payes. C'est simple. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. C'est-à-dire que juste avant que tu passes à ton autre, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut donner le choix aux gens. Tout à fait. Voilà, il faut donner le choix aux gens. Ailleurs, à l'étranger, ça existe. Le péage existe partout. Je ne sais même pas pourquoi ça traîne autant de conversations. Le péage existe partout. Il faut donner le choix aux gens simplement. D'accord. Votre intervenant de Korogo a dit une chose. Il faut mettre l'accent impérativement sur la sécurité. D'accord. Parce que ces routes-là sont accidentogènes. Trop de choses sont permises. Et puis c'est là qu'il faut interdire. C'est l'argent. Peut servir notamment à mettre des postes de police partout et à mettre réellement de police. Les routes devraient être durement. Ça, c'est un vrai danger. Tout à fait. Donc, il faudra que tu parles un journal. OK. On va se mettre d'accord. Alors, on va laisser la place à Maître Quadio. Maître Quadio, vous avez écouté les 2 intervenants. Que pensez-vous? Oui. Ben, en tout cas, écoutez, l'intervention de M. Stéphane, celui qui est au Canada. Oui. Et c'est une très, très belle analyse qu'il a vraiment touché du doigt. D'accord. C'est qu'il faut. En fait, il y a un problème de communication au niveau du gouvernement qui fait que les gens n'ont pas été suffisamment informés. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a au moins 64 langues, entre guillemets. Il y a peut-être plus. Mais il faut communiquer dans toutes ces langues pour que les gens qui vont prendre la route soient informés de pourquoi il y a un péage et l'utilité du péage. Bon, c'est vrai que ça, il n'y en a pas beaucoup. Et les gens n'ont pas assez communiqué. On s'est contenté de faire des routes, ça c'est vrai, c'est une belle chose. Mais si on ne communique pas beaucoup, l'Ivoirien normal ne sait pas exactement pourquoi on doit construire une route et puis mettre des péages. Puisqu'au départ, en 1960 jusqu'à là, on avait des routes qu'on ne payait rien. Et tout d'un coup, on se met à payer. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment communiquer dessus. Et puis surtout, une autre chose, c'est que au niveau des routes du Nord, c'est vrai, comme il a dit très bien aussi, le Nord n'est pas développé. C'est maintenant le Nord commence à émerger plus ou moins. Tout à fait. On ne peut pas mettre le péage dans un coin où les gens, les mobilettes, ils n'ont pas besoin de péage. Bon. Dès lorsqu'il y a une fluidité importante dans un secteur, qu'on met un péage. Mais là, au Nord, il y a peut-être 10 camions, 5 camions qui passent par jour, ben, on peut pas mettre un péage. Et ça aussi, je suis d'accord. Et le monsieur de Côte d'Ivoire, là, qui était passé. Monsieur Facilé. Il a dit quelque chose qui est très important aussi, c'est que tout ça a besoin d'être organisé très bien, pour que les gens sachent exactement
pourquoi il y a l'autoroute et pourquoi il y a des routes secondaires. Parce qu'il faut des routes secondaires aussi pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de prendre l'autoroute de prendre ça. Même si ce sont des routes accidentogènes, mais il faut aussi quand même ces routes-là. Ici en France, on a l'autoroute et pas des routes des nationales. C'est-à-dire tu peux passer sur la nationale comme tu peux passer sur l'autoroute. Donc moi je pense qu'il faut faire les deux. Mais dans un premier temps, je pense que c'est une très bonne chose pour nous en Côte d'Ivoire d'être fiers de savoir que nous avons des autoroutes et que ça doit proliférer. Il ne faut pas qu'on s'arrête juste à Abidjan Bassam ou bien à Abidjan Toumoudi ou bien à Yamsoko. Il faut aussi, je vous rappelle, Gagnois, Boisseau, tout ça, il faut à même gros, tout ça, il faut des autoroutes. Que la Côte d'Ivoire, c'est une façon aussi de développer le pays. Parce que plus il y a de routes, plus le pays est développé. Parce que ça permet aux camionneurs de circuler facilement à la fluidité des humains. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci bien. Alors, M. Fersiné, je vous dis quelque chose d'important. Vous savez, attends, M. Fersiné, vous voyez, les gens se plaignent du péage en plein capitale qui est Abidjan. Alors, vous savez qu'à Paris, ici, hein, c'est la plus chère de France, qui a fait 55,65 €, de Paris de la Défense, et vous qui avez fait la France, à Orgeval. Tu vois, pourtant, c'est pas une ville, c'est pas une ville de l'intérieur, c'est bel et bien une ville de la capitale même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je pense que comme vous avez pas les bien dit, les Ivoiriens aiment bien la facilité, ils aiment tout gratuit. Donc ils ne cherchent pas à aider le gouvernement, ils cherchent à les aider. Parce que c'est donnant-donnant. Si logiquement, on vous aide à mettre des choses en place, vous serez tous gagnants aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'allais te dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un l'a dit avant moi, et c'est le président qui l'a dit à l'époque, oui. Demandez-vous ce que vous devez faire pour votre pays plutôt que ce qu'il doit faire pour vous. C'est ça en fait, c'est que nous sommes dans une dynamique où tout ce qui vient de ce gouvernement est critiqué, y compris les bonnes choses. Tout à fait. Mike, nous qui voyageons, et les interlocuteurs sont dans le cas, nous qui voyageons, nous savons très bien qu'aujourd'hui, on peut se frapper la poitrine et dire que nous avons un pays qui avance. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais des choses sont mises en place. On critiquait le racket il y a quelque temps. Aujourd'hui, le gouvernement communique là-dessus et il y a des numéros verts où on peut appeler. On critiquait le business de l'immobilier. Aujourd'hui, le gouvernement communique là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il y avait un défaut de communication, donc ils commencent à travailler. Voyageons dans la sous-région et nous, Ivoiriens, nous allons nous rendre compte à quel point nous avons la chance, à quel point nous avons un bon pays. Ailleurs, les gens ne parlent même pas d'autoroute, ils ne parlent même pas de péage, ils n'ont pas de route, tout simplement. Ils n'en ont pas. Les routes sont boueuses. Nous, habiter est une belle capitale. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup à faire? Bien sûr qu'il y a beaucoup à faire. Mais le pas est avancé et le pas est avancé. Donc, allons doucement. Le péage, peut-être, la solution est là, peut-être de baisser un peu, etc. Mais c'est une bonne chose. Aux États-Unis, qui est le pays, l'un des pays les plus riches, dit-on, c'est aussi l'un des pays les plus endettés. Oui, il faut le savoir. Tout à fait. Donc, qu'on s'entête pour construire notre pays, ça n'est pas grave. L'important est qu'on puisse rembourser. Voilà le vrai. Le pourrons-nous, je le pense. Parce que, comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Tant qu'on nous prête, c'est parce qu'on a les moyens. Tout à fait. Voilà, ça sera ma vision globale de cette conversation. Merci. Alors, maître Steph. J'ai une question pour les frères. Allez-y, maître. Oui, bon, parce que comme on n'est pas à Abidjan, lui, il est dans la réalité là-bas. Merci. Bon, moi, j'ai parlé un peu des tarifs par rapport au passage des péages. Après le passage de Bassam, s'il a su faire le passage de l'autoroute vers Yamsoukro à Tengue, est-ce que c'est le même coût? Est-ce que les prix sont standards? Les prix sont homogènes ou bien chaque péage a son prix et c'est pas son tarif passé? Bon, pour être honnête avec vous, je ne connais pas les tarifs puisque ce ne sont pas des routes que je prends. Je sais que Bassam est 1000 francs et que ça avait fait scandale parce que tout le monde avait demandé que ce soit la même chose que le nouveau pont, le troisième pont à 500 francs et que c'est vrai que l'analyse quelque part n'est pas fausse.
quelqu'un qui prend le péage le matin pour aller travailler et qui le reprend le soir, ça lui fait 1000 francs, ça lui fait 2000 francs. 2000 francs sur un salaire qui est considéré comme le SMIC par mois. Vous voyez ce que ça fait, ça lui coûte pratiquement son salaire. Je comprends ça. Mais en même temps, ces péages-là sont nécessaires. C'est pour ça que moi, je serais davantage que le gouvernement réduise le coût, mais qu'il continue d'en construire. On en a besoin. Parce que nos routes, prenez le boulevard Giscard d'Estaing, il est l'un des plus mal construits. Il est l'un des plus mal construits. À l'époque, c'était vraiment le sommet des boulevards. Mais vous allez voir que tous les feux qui sont là, les plus mal agencés, pardon, pas mal construits, déjà que les gens traversent en plein comme ça, c'est un problème. Mais en même temps, les gens ne sont pas instruits parce qu'on met les passerelles, ils ne les utilisent pas. L'autoroute de Bassam, je disais tout à l'heure que c'est accidentogène parce qu'il y a des passerelles et que les gens ne les utilisent pas. Mais attendez, quand vous mettez des passerelles à 1 ou 2 kilomètres l'un de l'autre, comment vous voulez que les gens les utilisent? Quelque part aussi, on impose un petit peu. Voilà, moi je l'emprunte tous les jours, je rencontre des véhicules, des gros camions qui roulent sans phare arrière ni avant. Mais il n'y a personne pour les arrêter parce qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de police. Oui. Vous voyez? Donc tous ces problèmes-là, pour répondre à votre question, je ne connais pas le prix des autres autoroutes. D'accord, je sais que voilà, Bassam continue de poser problème et que 90% des gens, c'est un péage qui est vide. Voilà, il va vraiment falloir que le gouvernement rectifie la chose. Ah, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, maître Stéphane, après le dire? Oui, mais ce que je pense, c'est que le frère Maxime, il est très honnête. Oui. Il a dit qu'il n'a pas encore appris l'autoroute de ce qu'il sait. Mais il n'est pas mal de ce qu'il ne sait pas. Oui, tout à fait. Ça, c'est très honnête. Très honnête de sa part. Et comme on le dit là, bon, moi, je souhaite que s'il y a un tarif de passage, il faudrait que le tarif soit comme homologué, que ça homogène pour tout le monde. C'est un tarif standard. Quel est un tarif standard? Il ne faut pas qu'on dise que peut-être dans le côté ici, c'est 1000 francs, et de l'autre côté là-bas, peut-être que comme les gens n'ont pas peut-être assez de moyens, on va mettre ça à 500, et de l'autre côté, on fait ça à 2000, mais ça ne pourrait pas marcher comme ça. Si c'est soit 500, c'est lequel 500 pour tout le monde. Quand c'est 1000 francs, c'est lequel 1000 francs pour tout le monde. On ne peut pas que ça soit des choses qu'on joue comme ça selon le pouvoir d'achat de telle zone ou telle autre. Ça peut créer ces gens de souvent aussi, ça peut mettre à mal un certain nombre de choses. Moi, je pense que s'il y a un tarif à mettre en place, ça fait des vigueurs, c'est quel tarif pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on dise que non, sur des passants, il y a ces pleins qu'on doit diminuer pour peut-être à 5 francs. On peut diminuer pour les gens des passants à 5 francs, mais il vaut mieux qu'on fasse à 5 francs pour tout le monde. Là, comme ça, qu'on construit le maximum des péages, et puis bon, toujours le fait qu'on va toujours récupérer l'argent qu'on a investi. Mais si on a pour les gens des passants à 5 francs, parce qu'ils se sont faits, effectivement, certains aussi viendront se faire à leur tour. Donc, peut-être ça aussi à 5 francs. Après, s'il y a un péage à gagner, on va aussi tout évidemment aussi se faire, et puis ainsi de suite. Donc, qu'ils étudient le prix, qu'ils étudient le tarif du passage, qu'ils prennent le temps pour étudier, puis donner un tarif comme ça, tout le monde un tarif standard pour tout le monde le passage. Moi, je pense que ça va éviter comme ça va éviter la discrimination. Parce que on ne peut pas prendre ça à 500, et puis quelque part, les deux vont continuer de prendre à 1000 francs, de passer à 1000 francs. Il y a une discrimination. Et ce genre de discrimination, souvent, c'est des bombes à retardement. C'est des bombes à retardement, et c'est quelque chose qu'on peut éviter si on anticipe. On anticipe en voyant le prix pour tous les péages. Il y a 50 péages, le même prix pour tous les passages. Je pense bien que ça sera plus, les gens seront plus confortables avec, et puis ça va éviter un certain nombre de problèmes secondaires. Pour moi, je vois ce côté-là. Et puis, comme le frère l'a dit, il faut faire confiance au gouvernement. Le frère Facile l'a dit. Il faut faire confiance au gouvernement. Nous, là, personnellement, je ne dis pas que je suis pessimiste. Moi, je fais confiance au gouvernement. J'ai parlé de bien gérer les fonds du péage, parce que nous, on est en Côte d'Ivoire, on ne sait pas que les autres, c'est quelqu'un. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu que dans ce département de comptabilité routier, il y a quelques années là, par rapport à la gestion, par rapport à de l'argent, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu un problème là-bas et puis le directeur général de cette structure a été débarqué. On dit que non, il y a eu de l'argent perdu, l'argent, on ne reçoit pas les traces de l'argent. C'est pourquoi j'ai fait comme on a dit que, compte tenu de ce genre de fait-là, le directeur à cette époque-là a été débarqué, on dit qu'il y a des problèmes d'argent. Donc, il faudrait que les nouvelles autorités qui s'occupent de ce fonds d'entité routier-là vraiment
gère ce fonds public-là de façon efficiente. Et je souhaite, je le dis encore, je souhaite que le gouvernement nomme quelqu'un là-bas. Parce que c'est un ministère, c'est vrai, c'est appartient au gouvernement, mais qu'on nomme quelqu'un comme un contrôleur qui va gérer, un contrôleur vraiment intéressant, qui va un contrôleur vraiment, je ne sais pas, honnête, qui va c'est là là-bas pour voir un peu clair dans cette affaire. Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable ivoirien. Et on paye là, c'est l'argent du contribuable. Et cet argent va servir pour les routes. Pour les routes, tout ce qui est route, ça va servir à ça. Ce n'est pas que les gens prennent ça pour se mettre dans les poches. Je ne suis pas pessimiste, mais je dis que c'est par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois dans ce même ministère-là, et surtout dans ce département du transit routier. Par rapport à ça que je dis que peut-être qu'on soit plus regardant sur les choses, parce qu'il s'agit d'un fonds public, c'est-à-dire de l'argent du contribuable ivoirien, qui doit servir à construire les routes, à réparer les routes, à construire des ponts, et c'est pour le bien-être, c'est pour le d'autres bien-être. C'est pas que les gens se servent de ça comme un gâteau à partager, et puis chacun prend pour lui, il s'en va où il y a n'importe où, avec notre argent qui doit servir à notre développement. Donc, il faudrait que le gouvernement soit aussi regardant. On ne peut pas faire confiance aux gens qui sont qu'on nomme là-bas. On leur fait confiance, mais comme souvent aussi, bon, ça arrive des moments où le gars est là, il y a l'argent un peu bon. Il dit, bon, écoute, si j'en ai maintenant là-dessus, il y a un peu dessus, là, ça n'a pas d'incidence, je vais enlever. Il l'a enlevé une fois, s'il n'y a pas d'incidence, deux fois, trois fois, ça devient une habitude, et finalement, ça crée un gros trou, et ça crée des problèmes. On peut construire des routes parce que quelqu'un ou deux personnes ont décidé des milliards là-bas. Donc, il faut que le gouvernement soit un peu regardant dessus. Je ne dis pas que les gens ne sont pas honnêtes, mais quand même, ça n'évite pas les contrôles. Ça n'empêche pas une surveillance accrue, ça n'empêche pas ça. Ils sont honnêtes, mais quand même, les suivants, on ne le sait jamais. C'est ce que je voulais ajouter. Non, vous savez, juste pour continuer, c'est vrai que votre suspicion est légitime. Et je pense que lorsque vous dites que quelqu'un a été débarqué, on connaît le nom, mais on n'est pas là pour le citer. Lorsque vous dites que quelqu'un a été débarqué, c'est parce qu'il y a une amorce qui a été faite. On a dans ce gouvernement un ministre ou un secrétaire d'État, je ne sais plus, qui est chargé de la bonne gouvernance et qui épingle les gens. Il épingle les gens de son service épinglent. Donc cette ère où effectivement chacun se servait comme si c'était sa propre poche, je ne dis pas qu'elle n'existe pas parce que je n'ai pas tous les éléments, mais elle est en train de tomber dans les dispositions de ça. Chacun se servait comme il voulait, il n'y avait pas de conséquences. Des gens sont dans ce pays. Et ils sont cités nommément dans les telle chose, ils sont traduits devant les tribunaux. Je pense qu'on est passé vraiment à une autre vitesse. Il faut simplement donner du temps au temps. Et puis les choses vont se faire. Maintenant, pour retourner sur l'autoroute, je crois savoir, et là encore je parle sous l'expertise de ceux qui savent davantage, je crois savoir que c'est au kilométrage que les tarifs sont exercés. En tout cas, ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Surtout à Paris, Parce que Paris, c'est... Le tronçon de route concerné, le tarif est évalué au kilométrage. Exemple, monsieur Fasciné, exemple. Attends, non, je t'en donne, moi. Exemple, en France, c'est-à-dire à Paris, à 50 cm le kilomètre. Vous voyez? Maintenant, non, 50 centimes le kilomètre. Et maintenant, et qui est facturé de 16 km à 55,65 €. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que celui qui, par exemple, quitte Paris pour aller à Tours va payer beaucoup moins que celui qui quitte Paris pour aller à Bordeaux. Tout à fait. Par exemple, parce qu'il pratique beaucoup plus de kilométrage. Et le péage là-bas, il est utilisé à bon escient parce qu'il y a la sécurité, parce qu'il y a les caméras, comme disait l'interlocuteur tout à l'heure. Il faut qu'on fasse la même chose ici. Il faut qu'on fasse la même chose ici. Il faut que cet argent serve à ça. Il n'est pas normal que quand on emprunte cette route, le soir, on ait la peur au ventre. Ah ouais? Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut croiser devant soi. Et que s'il y a un camion qui passe sans les lumières, de façon passante, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes de route. Mais ailleurs, oui, pourquoi pas? C'est pas normal. Ça doit être une route qui est sécurisée. Il faut créer un service de police qui, lui, va sillonner essentiellement cette route, etc. Ça va inciter les gens davantage à l'emprunter plutôt que d'aller sur les autres routes. Et c'est ça aussi, c'est l'incitation qu'il faut créer chez les gens. Il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai voulu prendre la carte pour pouvoir passer le troisième pont parce que c'est beaucoup plus pratique.
parti, tu ne restes pas dans le rang, etc. On me dit, oui, il n'y a pas de problème, on vous vend la carte à 15 000 francs. Je dis, oui, mais attendez, l'argent qui est dessus. Est-ce que non, 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 j'achète la carte à elle seule 15 000 francs. C'est une aberration. Il faut revisiter ces choses-là. Il faut revisiter ces choses-là. Donc, je veux dire qu'on a un avantage, c'est que les autres ont déjà fait ce que nous sommes en train de faire. Alors, en retirant les effets. Alors, en fin de compte, permettez-moi que je vous montre une petite vidéo tout simple qui veut dire quoi? Ce sont les Guinéens, enfin un député guinéen qui dit comme ça, les gens disaient qu'ils allaient dépasser la Côte d'Ivoire. Écoutez vous-même. Hein. Aujourd'hui, le moment de l'histoire préparé par la le marché est très majeur. Je vous assure, la bonne affaire, ma femme m'a donné, moi-même, je donne ça sur voilà, pour vous montrer que, en fin de compte, tous les pays en Afrique sont chers. Ils ont du mal à s'en sortir. Alors donc, les gens, ils voient que la Côte d'Ivoire évolue, donc ils pensent qu'ils veulent mettre leur grain de sable, comme on dit, un peu de Nyamakuji, je ne sais pas comment le président Valentin le dit, ou bien un peu de attiqué dans l'autre, sable dans l'autre attiqué. Voilà. Donc, en fin de compte, je pense que la plupart sont jaloux, ils veulent tout faire pour détruire la Côte d'Ivoire. Et comme chez nous aussi, il y a certains Ivoiriens néfastes qui essaient de suivre les gens aveugles pour détruire, qu'ils n'aiment pas le président Ouattara qui est en place. Voilà le problème. Sinon, logiquement, qui n'aime pas l'évolution? Hein? Tout le monde aspire. Je pense, Mike, que la critique est salutaire. D'accord, mais dans le bon sens. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut le faire avec l'intelligence, c'est-à-dire ne pas avoir la critique aisée. Tout à fait, c'est le cas. Quand il faut saluer, il faut saluer. Quand il faut critiquer, il faut critiquer. Et tout ce qui participe au développement de notre pays doit être salué par tous les Ivoiriens. Tout à fait. Il y a ça qu'on peut améliorer. Alors, ça, oui, parce que c'est comme ça que ça avance. Alors, on va laisser. Voyager un peu dans la sous-région et puis on va se rendre compte à quel point notre pays est merveilleux. Effectivement. C'est aussi. Je pense que. Sans vouloir les nommer, je rentre récemment de 2-3 pays alentours. Quand vous rentrez à Abidjan, vous êtes très content d'être rentré, et pas simplement parce qu'il y a la fibre du pays, mais simplement parce qu'on est dans un autre fonctionnement. Est-ce pour autant qu'on est parfait? Non. Non. Il y a encore des choses qui restent à faire. Il faut arrêter de faire dans les rues, il faut arrêter de jeter le papier, etc. Toutes ces choses-là sont à faire. Tout à fait. Mais le drame, c'est que nos compatriotes, encore une fois, je les indexe, ils vont se conformer lorsqu'ils sont à l'étranger, mais une fois qu'on rentre à Abidjan, bon, ben, on est au pays. Effectivement. C'est pas normal. En tout cas. Pas normal. Alors, moi, j'ai souvenir, juste pour l'anecdote, Marc, j'ai souvenir avoir quitté Newark avec le fameux vol Ethiopian Airlines. On rentrait à Abidjan en vol direct. Tout le monde était en rang pour prendre l'avion à New York. Arrivé à Abidjan, comme on dit ici, c'est gâté, il y a peu de rang. Je dis, mais c'est pas de l'autre côté. On me dit, ah mon gars, on a oublié. Vous voyez, ça, c'est des mentalités sur lesquelles on devrait travailler. Et tu as abordé le sujet, Mike, lorsque tu étais récemment à Abidjan. Oui. Il faut réussir à créer l'Ivoirien nouveau. Tout à fait. C'est ça. Alors, Maître Kouadio, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui. Maître Kouadio? Oui, écoutez, il a dit tout ce que je devais dire. Il faut créer l'Ivoirien nouveau. Parce que la Côte d'Ivoire a bien réussi son décollage. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il faut savoir que je dis toujours que le mal du noir, de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce que on fait tout notre possible pour être malheureux, alors qu'on a tout pour être heureux. Bon. Et on le constate tous les jours qui passent, même, je ne vais pas politiser aujourd'hui, mais les hommes politiques. Ils croient que faire la politique, c'est critiquer inutilement un gouvernement qui travaille. Non. Lorsque le gouvernement fait des choses qui ne sont pas bonnes, on dit ça n'est pas bon. Ça, on peut critiquer. Mais quand le gouvernement agit dans l'intérêt de la nation, tout le monde doit applaudir ou bien même se satisfaire de ce que le gouvernement a fait. Et moi, je crois que cette histoire d'autoroute, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui
dans le développement. Un développement, ce n'est pas simplement les écoles, les hôpitaux, mais c'est tout un ensemble de systèmes qui fait qu'on dit que le pays est en train de se développer. Et donc, pour qu'il y ait un développement, il faut un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire l'Ivoirien qui respecte la chose publique, qui respecte les installations, les institutions publiques, qui respecte même l'homme de la rue, qu'aujourd'hui, on devient vraiment une nouvelle nation. Et pour le moment, pas le cas. Parce que quand tu arrives à Abidjan aujourd'hui, quand tu arrives à Abidjan, tu te rends compte qu'Abidjan est en plein développement, mais à côté de ça, il y a des petites choses comme le monsieur a dit tout à l'heure, il y a des jeux de papier, on a pissé dans le coin, on s'en fout. Bon, tout ça, ce sont des choses qui doivent être bannies. La police doit être vraiment super efficace pour pouvoir sillonner les routes, les autoroutes, de telle sorte qu'on sécurise les gens. Parce qu'en France, c'est ça. Quand tu vois, par exemple, une autoroute, tu sais que tu peux prendre l'autoroute, tu n'as pas de problème. Parce qu'il y a la police des routes qui est sur là aussi. Donc, il faut que toutes ces polices-là, différentes polices, pour être dans les quartiers, sur les autoroutes, un peu partout. De telle sorte que notre société devient une vraie société, une nation. C'est de ça que je voulais parler. D'accord. Alors, moi, je pense que de toute façon, l'autoroute, c'est un choix. Soit tu la prends, OK, et tu arrives au péage, tu payes. Si tu ne la prends pas, eh ben, tu es là, tu ne bouges pas. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, c'est un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en fait, on braille. Souvent, même nous-mêmes, quand on prend l'autoroute ici pour aller à tel endroit, on dit, oh putain, c'est cher. Mais tu n'as pas le choix. Même les petits centres commerciaux, là, centre commercial, quand tu y rentres déjà, à peine pour te garer, c'est beau, tu es content. Mais quand tu sors, tu payes. Donc, tu n'as pas le choix, tu ne bouges pas. Alors, vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui? Si je peux en parler, je vais d'abord revenir sur... Attendez 2 secondes. Les péages sont une bonne chose de la part de Zakaria Leguiri, seulement que les populations soient mieux informées et d'autres sensibilisées à leur unité par les autorités de faire. Bon, je ne sais pas s'ils ne sont pas informés. Vous savez, les Ivoiriens n'aiment pas trop lire, n'aiment pas trop écouter, mais ils passent tout leur temps dans les maquis, comme on dit, à faire la fête. Donc, est-ce que ce n'est pas un défaut? Oui, mais il faut passer par les Facebook, il faut passer par les on dit dans les rues, c'est tout. Allez-y, monsieur Stéphane. Je voulais revenir un peu sur le problème de sécurité là. Oui. Le problème de sécurité sur l'autoroute, effectivement, le frère Ancine Sécurité, c'est la vérité. Parce que moi, même quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, je pense bien que à partir d'une certaine heure, là, on restait à Yamoussoukro, on dit non, on va attendre ici, on va pas partir parce que l'autoroute là, c'est pas sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des coupeurs de route. Pourquoi? Il n'y avait pas de police pour surveiller la route. Pourquoi? Il n'y a pas de camions de dépannage. Parce que si tu as roulé sur l'autoroute, que tu es tombé en panne à partir d'une certaine heure, c'est foutu. Il n'y a même pas une station de dépannage dans les environs. Il faut aller peut-être trouver quelqu'un qui va dans une ville qui n'est pas à la banque et appeler ton mécanicien depuis Abidjan qui va rouler jusqu'à venir te trouver sur l'autoroute. Et tout ça, ce n'était pas prudent. Ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des polices de l'autoroute qui vont signaler l'autoroute pour sécuriser ça contre le coupeur de route. Pour sécuriser l'autoroute aussi, c'est vrai qu'il y ait un service de dépannage. Il y a assez de services de dépannage sur l'autoroute. C'est beaucoup fréquenté. Donc, c'est des services de dépannage là. Ils n'ont jamais chômé. Ils peuvent travailler sur l'autoroute, travailler dans les environs de l'autoroute. Moi, je pense que ces deux services-là sont. C'est primordial. La sécurité et puis le service de dépannage des mécaniques, c'est vraiment important pour l'autoroute. Comme je l'ai dit, à partir d'une certaine époque, quand il y a 19 on dit ah, l'autoroute n'est pas la peine. Souvent même les coupeurs de route aussi viennent à 6h, le matin, entre 5h et 7h. Ils savent que les policiers sont loin, ils sont encore le temps, ils sont encore dans leur camp là-bas, le temps qu'ils vont s'organiser, peut-être venir sur l'autoroute au temps de 5 ans, tout le monde va s'organiser à dire pour venir entre 5h et 7h, les gens vont faire. Maintenant, au moins les policiers arrivent, il est déjà 9h, les gens viennent d'opérer, ils sont déjà partis. Ils ont tué des gens, ils ont tué des passagers, ils ont blessé, ils ont dépouillé tout le monde. Moi, je crois que le don de sécurité, le fait passionné le dit, que moi, ça, c'est très important. Il faudrait qu'on pense à construire des postes le long de l'autoroute. Il y a des services aussi de dépannage autour le long de l'autoroute. Et ça va toujours marcher.
Partout, il y a des péages, dans le de là, il doit y avoir des postes de sécurité, des postes de justice, et là, il faut des postes de pompiers aussi. Il y en a des pompiers, ils viennent, moi, je pense, il y a un seul poste là. Mais le poste là, c'est insuffisant, parce que c'est un seul poste de pompiers, c'est-à-dire qu'ils sont, depuis l'autoroute, c'est assez long, maintenant, ça va être quartier, c'est vrai, mais il faut assez de postes. Il faut quelques postes aussi. Tous les gens ne peuvent pas le courir jusqu'à aller vers Tourouti là-bas pour aller sauver des gens. C'est pas normal, il faut mettre des gens quelque part sur la route. Moi, je pense que le problème de sécurité se pose. Non seulement il y a les pompiers, non seulement il y a les policiers, mais il faut aussi le service de dépannage. Il faut vraiment cela. Voilà, il faut qu'il y ait ça, il faut que vraiment on y pense franchement parce que c'est très important. On peut emprunter l'autoroute, mais s'il n'y a pas de sécurité à partir des 20 ans, c'est ça que je veux, mais s'il n'y a pas une station de dépannage, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais emprunter l'autoroute? Si je ne suis pas en sécurité, si tous les plans, c'est-à-dire que mon véhicule tombe en panne, ma roue est dégonflée, je ne suis pas trouvé un peu pour dégonfler, et ainsi de suite. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faudrait que tous ces petits services soient prévus, que les autoroutes, partout, on va faire les péages, que tous ces petits services soient prévus pour le bonheur de l'usager. Pour qu'on soit content de prendre l'autoroute. Pour qu'on soit en sécurité, pour on prend l'autoroute. Il ne faut pas qu'on ait le père qui va, surtout les femmes. Vous, les hommes, on peut dire, pourquoi je peux me défendre s'il y a quelque chose. Je peux m'échapper s'il y a quelque chose. Mais les femmes qui vont prendre l'autoroute de nuit, une femme ou même deux femmes qui sont là, qui sont prendre l'autoroute de nuit, si c'est pas sécuritaire, elles vont attendre dans la ville là, elles vont dormir là dans un hôtel, attendre le matin pour prendre l'autoroute, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Ce n'est pas normal. D'accord. Alors, monsieur Stéphane, je pose une question. Je pose une question, Stéphane. C'est vrai que vous dites ça, c'est sympa. Mais quand on regarde aussi, à l'époque, je pense que les usagers, les Ivoiriens se plaignaient aussi du raquettage parce que du coup, on ne savait pas qui était en face aussi. Est-ce que ce n'est pas des, comment on dit, des coupeurs de route qui faisaient du mal aux autres? Entre les deux, lequel qui a mieux l'outil, entre les deux, l'autoroute ou les coupeurs de route? L'autoroute est bien l'outil, mais il faut dire que, comme on le dit, à partir de cette, il y a une certaine époque, on avait la peur au monde. Maintenant, pourtant, le président Gbagbo, quand le président Gbagbo est arrivé, il a créé une section de police qu'on appelle les STECOS. Donc, les gens des STECOS là, ils partaient sur l'autoroute, ils partaient sur ils abattaient même le coupeur de route. Ils partaient l'autoroute, et puis là, les gens étaient un peu comme en sécurité, pour ils bloquaient tous les véhicules, et puis ils faisaient comme les gens de convoi, jusqu'à Yamoussoukro au moins. Donc, les gens étaient un peu sécurisés. Le président Gbagbo, lui, il n'est plus là. Pour ceux qui sont arrivés avec les nouvelles unités qu'ils ont créées, bon, je ne sais pas trop s'ils font ce travail-là encore. Mais vous savez, le fait passer l'a dit, il faut le faire en faisant ça là. Ça fait que les coupeurs de route là, ils ont permis de venir couper la route. Parce qu'ils ne savent pas où se trouvent les policiers, ils ne savent pas où les policiers peuvent venir les surprendre. Donc, dans la même ils auront permis de venir couper la route. Parce qu'il y a un service de police qui est régulier, qui circule, qui fait de long en large, de part et d'autre de l'autoroute, puis les deux côtés. Donc, ça fait que. C'est ça le problème. Ok. C'est très vrai. Monsieur Fasciné, oui. Oui, c'est très vrai ce qu'il dit. Il faudrait également mettre des stations d'essence qui opèrent de jour comme de nuit. Comme on en voit à l'étranger, c'est ce qui est étrange. C'est que nos dirigeants actuels voyagent. Ils voient ce qu'il se fait. Tout à fait. On a qu'à faire un copier-coller. Maintenant, pour le reste, les mentalités, il faut travailler dessus. Les gens parlent de raquettes. Mais il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Nous-mêmes, moi, ça va faire bientôt 3 ans que je suis rentré, et définitivement, à mon avis. Mais je mets un point d'honneur, même un picto, je ne donne pas, comme on dit ici. Même un picto, je ne donne pas à un agent de police. Ça n'est pas qu'il n'essaye pas. Le dernier qui a essayé, je lui ai dit arrête, parce que ce que tu commences va mal se terminer. Il allait. C'est vrai qu'ils ont des comportements de mendiants. Ils vont dire ah, il paraît que les Silas sont gentils, etc. J'ai compris là où ils voulaient aller. Et quand vous voyez dans la rue et que le dernier en question, il n'avait pas son nom sur son crédit, je lui ai dit tenez le pas réglementaire. Oui, mais vous savez, c'est à cause de Facebook, les gens font, je dis donc, ça veut dire que tu es venu ce soir avec une intention de mal agir, si tu ne veux pas. Et je laisse sermonner. Mais tout simplement pourquoi? Parce que je suis au fait de ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un numéro vert. Le Ange Kessi, le procureur militaire, a communiqué 1001 fois sur les réseaux sociaux. On entend ce qu'il fait. Mais les gens continuent de tendre la pièce. Donc, quand vous tendez la pièce à quelqu'un, ne vous étonnez pas qu'il la prenne. C'est ça le problème.
C'est les mentalités d'Ivoiriens dont on parlait là. C'est ça le problème. Si les policiers savent que dorénavant, on ne fonctionne plus avec ce système de mettre 2000 francs dans nos permis de conduire, ils vont comprendre. D'accord. Mais tout le monde se dit, bon, je vais commettre l'infraction, on conduit sans assurance, on conduit sans permis, tout simplement parce que ça va être très fort ce que je vais dire, mais il faut que je le dise dans l'espoir que ceux qui sont au-dessus nous entendent. Les gens aujourd'hui savent qu'un policier coûte 2000 francs. C'est grave. C'est grave. Il coûte 2000 francs, pourquoi? Parce que ces 2000 francs, on les lui tend. Si on l'accepte en tant qu'Ivoirien nouveau, je vais payer mon amende plutôt que de corrompre celui-là, les choses vont se faire différemment. Ce qui se constate chez nous a été constaté dans les grands pays. Hein. Ils sont arrivés aujourd'hui à se sortir de ces situations-là parce qu'il y a une volonté de l'État, certes, mais il y a aussi une volonté du citoyen de dire non, je ne participe pas à ça. Et vous allez voir que malgré qu'il y a effectivement des problèmes de salaire qui sont bas, etc., ils viennent d'être relevés récemment les salaires des fonctionnaires. Donc, pourquoi raqueter dans la rue? On raquette simplement parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui continuent de payer. Point. D'accord. C'est un réflexe. Alors, Maître Kouadio, Ouais. allez-y avant, je pose une question à tous les trois. Allez-y, Maître Kouadio. Non, je dirais que ce qu'il dit là, c'est les gens ont un réflexe de malhonnêteté qui est en eux. C'est très difficile à leur enlever ça. Mais effectivement, nous avons un gouvernement qui a un ministre qui est chargé de la corruption. Bon, je pense qu'il faut leur laisser le temps pour qu'ils mettent vraiment les choses en place. Parce que la corruption, c'est une tare qui n'est pas facile à déloger. Quand un pays est corrompu, c'est très difficile. Il faut une bonne volonté pour y arriver. Mais je pense, moi j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Peut-être pas dans les 5-10 ans qui arrivent, hein, mais on va y arriver quand même. Bon, ça c'est une chose qui est calée déjà. Et autre chose, c'est que je voulais que, même si on parle d'autoroute, comme a dit, je ne sais pas lequel qui a dit ça, les stations d'essence, il faut qu'il y en ait sur l'autoroute. Parce que ça contribue à sécuriser aussi l'autoroute. Hein. Quand vous avez une station d'essence où il y a des gens qui s'arrêtent, un parking, tout ça, eh ben, ça sécurise dans une certaine mesure les autoroutes. Alors, on sait que les coupeurs de route ne viendront pas comme ça quand ils voient de la lumière. Parce que ce sont des petits malfrats qui ont peur de la lumière. Bon, ça c'est... Ouais, ils ont souvent peur de la lumière, ils viennent que dans l'obscurité pour faire leur méfait et puis partir. Donc, il faut des stations d'essence, il faut je me rappelle, des garages, la route qui fait que l'autoroute est animée. À partir de ce moment, ça peut baisser la criminalité au niveau des autoroutes. Ouais, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Je pense les intervenants qui m'ont précédé, franchement, ils ont fait de très très belles analyses. Merci beaucoup. Alors, je pose une question à tous les trois. Que pensez-vous des Ivoiriens soi-disant panafricains qui ne sont pas pour le développement, entre parenthèses, le copier-coller, comme dit Maître Fasciné, il faut du copier-coller, entre parenthèses. Allez-y, Monsieur Fasciné. Bon, d'abord, je pense qu'il faut être prudent à ne pas galvauder le terme de panafricanisme. D'accord. Ok. On n'est pas panafricain sous prétexte qu'on est raciste et qu'on n'aime pas le blanc. Tout à fait. Ok. Voilà. Beaucoup, c'est souvent le cas. Le panafricanisme est noble et il parle de donner le pouvoir à l'Afrique. Et c'est une noble cause que je ne vais pas mélanger avec beaucoup de ce qui se fait autour. J'en discutais récemment avec un ami guadeloupéen qui s'autorise à intervenir sur certains de mes postes, à dire oui, il faut libérer l'Afrique, etc. Je dis gentiment de commencer à libérer la Guadeloupe, et puis qu'après on verrait. C'est un peu un fourre-tout. Vous voyez, on veut diviser, on dit je suis panafricain. On prétend maintenant que le Mali serait panafricain, puisque il y a des visites qui ont été faites que je vais m'abstenir de nommer, serait panafricain au motif qu'ils se seraient séparés de la France. Mais ils ont fait rentrer la Russie. Donc en quoi
Ça, c'est panafricain. Vous voyez, le panafricanisme est une autre chose. Commençons à l'enfoncer parce qu'à terme, il faudra y arriver à une vision, et je suis rêveur, on me le dira, à une vision de faire des États-Unis d'Afrique, ça serait merveilleux. Mais en même temps, ne soyons plus, ils ne sont pas notre facile. D'accord. Alors, Monsieur Fasciné, permettez-moi de vous joindre. En fin de compte, ça, le mot, ce que vous venez de dire, la Guadeloupe, là, déjà, pour sur l'hiver, c'est vrai que je suis bien placé. Je dis quelque chose d'important. Regardez, par exemple, l'Haïti. L'Haïti, comme tu parles aussi créole, comme moi, regarde déjà l'Haïti. Les gens, déjà, on les a manipulés. C'est le peuple le premier à être le plus puissant quand libéré, enfin, les Noirs, depuis leur indépendance. Mais aujourd'hui, on les a poussés dans la merde parce que les Guadeloupéens, les Martiniquais ou la Colombie, comment dire, j'ai vu le pays là, la Dominique, mais ils n'aiment pas les Guadeloupéens et les Haïtiens. Vous voyez, ils n'aiment pas les Haïtiens. Donc, vous voyez, on nous pousse, attendez, on nous pousse dans le bordel et puis en fin de compte, on fait croire comme. Oui, vas-y. Oui. Moi, je pense que tu sais que le développement des Africains est déséquilibré. Certains pays qui arrivent à s'en sortir bien, il y a d'autres qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais moi, cette histoire de panafricanisme, c'est dans les années 1960 au moment de l'indépendance. Donc, le père fondateur au départ pensait que l'Afrique pouvait s'unir en un seul bloc. Bon, malheureusement, ça. Alors, permettez-moi, je m'en excuse, on va prendre une dame. Permettez-moi, on va prendre une dame. Permettez-moi, on va prendre une dame qui vient de se connecter, ok? Qui s'appelle Woroba Amidoso. Permettez-moi, laissez-la finir, me commencer. Bonsoir, Ami, parmi tous ces hommes. Bonsoir, Madame Ami. Bonsoir, Ami. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir, Mike. Bonsoir. Bonsoir. Alors, toi qui sors récemment des vacances dans le sud, que peux-tu nous dire ce soir sur les péages? Oula, ça je peux en dire beaucoup. Bah, allez-y alors. C'est vrai. Par rapport aux péages en France, surtout dans le sud de la France, côté ouest, ou côté Méditerranée, clairement, c'est très, très, très excessif. C'est très, très excessif. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut savoir, le prix du péage, c'est par catégorie de véhicules. Quand c'est des véhicules de classe moyenne, plus grosses, ou des poids lourds, déjà, c'est pas le même prix. Même si c'est le même péage que tout le monde emprunte. Après, ce qu'il faut savoir, plus on descend dans le sud, c'est-à-dire plus on descend, on va vers le soleil, et forcément, tout coûte plus cher. Et là, par exemple, je peux donner un exemple. Pour aller dans le sud, à Bordeaux, c'est côté sud-ouest, pour aller à Bordeaux, on peut avoir à payer en même pas 300-400 mètres, 30 euros, 34 euros. Donc imagine-toi, déjà au niveau de Paris, tu as plein de péages. Et après, tu arrives dans le sud, on te fait payer des 34 euros, des 50 euros. Finalement, le coût en voiture coûte plus cher avec le prix de l'augmentation, l'inflation de l'essence et le coût du péage. Donc finalement, autant aller en transport. Ça devient du luxe en fait en France de prendre sa voiture ou d'avoir une voiture. Donc franchement, quand on dit qu'en Côte d'Ivoire, ça coûte cher, oui ça coûte cher, mais construire des routes, entretenir des routes en fait, c'est le prix à payer finalement. C'est le prix à payer. Et je vois les Français, j'ai l'impression qu'ils se plaignent pas parce qu'il y a beaucoup de personnes chaque année qui descendent dans le sud. Donc finalement, ça devient normal. Merci. Voilà. Ok. Alors, qui veut prendre la parole? Ah oui, je m'en excuse. En fait, on avait plutôt coupé Maître Monsieur Fasciné d'abord, qui avait été coupé par Maître Poissy. Allez-y. Monsieur Fasciné?
Je pense que Maître Kouassi était avant moi. D'accord, allez-y, Maître Kouassi. Maître Kouassi. Alors, moi, je disais que le panafricanisme, franchement, c'est un gros mot. Un gros mot, il n'y a pas grand-chose dedans, parce que ceux qui sont censés être représentants des panafricains, c'est quand au-dessus de la politique qui finit par devenir panafricain. Bon. Et oui, parce que quand on regarde très bien, tous ceux qui sont aujourd'hui panafricains, je suis désolé, c'est parce qu'ils ont été déçus quelque part. C'est vrai. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans ce que, mais suivez mon regard. Bon, voilà, c'est un peu. On a suivi votre regard. Bon, voilà. J'adhère à 1000% à ce que vous de dire. Totalement vrai. Ouais, c'est bon. Bon, donc c'est ça qui est le problème. Sinon, réellement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire que tout est parfait en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, on a démarré quelque chose. Il faut laisser le temps au temps à ce gouvernement-là de nous donner la pleine mesure de ce qui s'est fait. Bon, les choses qu'on n'a pas connues après l'épisode du président Oufoué, franchement, on a eu une période de flottement. Une période de flottement et malheureusement, ça ne nous a pas réussi. Dieu merci, on commence à quelque chose parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont conscients qu'il ne faut plus faire la guerre. Il ne faut plus faire les paroles, c'est inutile. Il faut maintenant développer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et moi, je pense que les jeunes gens qui sont habitants aujourd'hui, les jeunes femmes qui sont habitants aujourd'hui, ont pris la pleine mesure de ce que c'est que réussir. Parce que nous, on n'était pas habitués à ça. Nous, les francophones, on n'avait pas cette mentalité de gagneur, cette mentalité de création d'entreprise. Il n'y a que les pays anglophones qui ont trouvé des gens comme ça. Mais aujourd'hui, grâce au président qui est en place aujourd'hui, on commence à émerger. Il faut nous laisser le temps. On va voir d'ici 10-15 ans on sait faire ce qu'on peut faire. Voilà. D'accord. Oui, c'est je m'autorise à intervenir. C'est très, très juste ce qu'on vous dit. Et de plus en plus, les Ivoiriens sont un peu réticents. Mais ces derniers temps, beaucoup rentrent. Moi, je fais partie de cette génération, comme je vous dis, qui, après 40 ans, est rentrée. 40 ans, Oufoué était vivant, c'était en 1980. Wow. Abidjan était à l'école de police, il n'y avait pas la Riviera, et c'était la bouffe jusqu'à Benjerville. Ah ouais? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Je ne sais pas. On ne parlait pas d'autoroute de passage, c'était vraiment mon pays, mais bon, je veux dire que le monsieur, il a travaillé depuis. Et entrant en vacances, pour voir ma mère, je regarde ce pays, je me dis, je peux vivre ici autant qu'à l'étranger. J'étais aux États-Unis, à Miami, depuis 15 ans. Depuis 15 ans. J'avais ma vie personnalisée. Je décide de rester dans mon pays. Et je ne m'en suis jamais plaint depuis. C'est ce que j'expliquais à Mike. Parce que tout est ici pour qui sait le voir. Les infrastructures sont là. Aujourd'hui, vous voulez une pièce d'identité, vous n'êtes pas obligé d'aller faire le pied de grue devant un tribunal à rincer la main de quelqu'un pour qu'il aille faire ci. Ça existe en ligne. Nous allons même, est-ce que tout est parfait? Non. Aujourd'hui, vous voulez créer une entreprise, il y a le CPC qui est là, qui vous facilite. Vous voyez, toutes ces structures-là sont en place. Il faut les connaître, il faut savoir les utiliser, et puis il faut savoir qu'on est en phase de développement. On n'aura jamais tout complètement, du moins pour l'instant, mais nous tendons vers cela. Et il faut le dire, pour moi qui ai vécu en pays anglophone, c'est, je pense, aussi la mentalité du monsieur qui est là, qui lui également a vécu dans ces pays-là. Il a ramené beaucoup de choses que moi j'identifie. Comme le numéro unique, c'est le social security qui va identifier tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait 27 destinations, j'ai fait les Antilles, comme Marc l'a précisé, j'ai fait 15 ans aux Antilles également, j'ai fait la France une dizaine d'années également. Je rentre en Côte d'Ivoire et je vis normalement. Grâce à quoi? Grâce à tous ces efforts. Mais ces efforts seront vains tant que nous-mêmes, nous ne ferons pas notre part. Vous savez l'histoire du colibri, ce qu'il dit, il prend son bec avec juste un peu d'eau pour aller éteindre le feu de brousse, et puis on lui dit, mais toi, avec ta petite bouche, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, je fais ma part. Lorsque chacun de nous aura accepté de décemment faire sa part dans l'entreprise de développement de notre pays,
nos enfants ne partiront pas en Europe. Ils n'iront pas aux États-Unis, ils n'iront pas ailleurs, parce qu'on aura tout. Tout à fait. On a le potentiel. Et il faut revenir, parce que partir et ne jamais revenir comme il arrive à certains, c'est échouer. Notre réalité, on peut avoir des personnes de différentes nationalités, notre réalité, elle est ici au pays. Il faut participer à ça. Ça, c'est mon conseil à vous qui êtes encore là-bas, juste au cas où vous voyez, si vous attendez que tout soit prêt, merci beaucoup pour le conseil. En parenthèse, le voici, monsieur Fatigué. Vous voyez, avec sa maman. Vous voyez? Alors, merci beaucoup pour le conseil. Alors, vous voyez le bel homme là? C'est lui le bel homme. Vous le voyez? Vous le voyez? Voilà. Je ne vois pas, moi, malheureusement, je suis sur WhatsApp, je ne vois pas ce que ma maman. Non, mais c'est toi, ta maman et moi. Toi et ta maman et moi. Oui, attention, je t'en demande tous les jours. Alors, franchement, je remercie cet homme. Voilà, quand je suis arrivé à Abidjan, effectivement, nous sommes vus, nous ne nous connaissions pas. Et ben, je l'ai connu à travers une personne qui s'appelle Nicole Sognonko. Vous voyez, c'est l'homme qui fait l'homme. À travers l'homme, on apprend à connaître les autres. Et c'est pas parce que j'apprends à connaître ce monsieur que je vais dénigrer ma sœur, Nicole. Vous voyez, c'est ça la vie. Malheureusement, nous, les Ivoiriens aujourd'hui, on va piéger l'autre. Une fois là, la grandeur de la personne, on détruit l'autre, malheureusement. Donc, vous voyez déjà, c'est grâce à Nicole. Et lui, Nicole et moi, nous entendons en merveille. Voilà ce que je voulais dire. Alors, monsieur, d'abord, Maître Steph, à vous la parole, et après, on va laisser la parole à Ami Dessau. Oui, mais c'est vrai que chez Maître Quadio et puis mon frère Fasciné, ils ont déjà tout dit, hein. Oui. Par rapport au panafricanisme. Le panafricanisme, c'est quelque chose qui est noble. Oui. C'est un mot même qui est noble. Lui-même, il est noble. Mais ceux qui sont là chez nous, à Abidjan, surtout là, oui. Ce n'est pas des panafricanistes. C'est des panafricanistes, c'est du panafricanisme à l'ivoirienne, je ne sais pas. C'est-à-dire on a affaire à des petits haineux, oui. des petits malfrats haineux, et des petits perdus, qui n'ont même plus de repères, oui. pour attaquer le gouvernement, dénigrer les pays, salir les pays, c'est le panafricanisme. Je suis désolé. Ils ne savent même pas ce que c'est. On a fait des petits accus, des petits aigris, des petits margoulés là. Ils sont l'alcool frélaté qui en sont des cabarets des yeux là. C'est cela qui va raconter des bêtises. Ils ne savaient pas ce que c'était que le panafricanisme. Ils ne savaient pas ce que c'est. Ils pensaient attaquer le gouvernement. Attaquer le gouvernement, attaquer les autorités. C'est à la mode, c'est parce que c'est à la mode, ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent qu'attaquer le gouvernement, salir leur pays, traiter le pays dans la boue, mettre ça sur Internet pour que la Côte d'Ivoire est sale, l'Afrique est sale, voilà comment on vit. Ils pensent que c'est ça que le panafricanisme. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, ce sont des petits qui se prennent pour des histoires nationalistes, ils ne savent pas ce que c'est encore. Ils sont là, ils sont perdus. Moi, je pense que c'est des gens qui n'ont pas de repères. Ils ont galvaudé ce texte, ils ont galvaudé ce thème-là. Ils en ont fait autre chose. L'africanisme, en Côte d'Ivoire même là, les Ivoiriens là, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont qu'à laisser ça de côté, ils n'ont qu'à laisser les autres s'occuper de ça. Nous là, on n'a pas pu penser comment on va faire pour notre pays va se développer. Comment on va faire pour atteindre le niveau du Maroc. Comment on va faire pour atteindre le niveau de l'Afrique du Sud. Comment on va faire d'abord, il prend des exemples sur l'Afrique d'abord. On ne sort même pas de l'Afrique. On ne sort pas de l'Afrique. On peut se comparer à la Corée du Sud. On va comparer comme si d'abord en Afrique. Comment on va faire pour atteindre le niveau de développement du Maroc. Comment on va faire pour atteindre le niveau de développement de l'Afrique du Sud? La ça, on doit penser d'abord. Avant de chercher à être panafricaniste, avant de chercher à faire ce qu'on veut, nous-mêmes là, on apporte quoi sur la table? Dans le Conseil des Nations, là, nous, Ivoiriens, là, on apporte quoi? On se développe jusqu'à quel niveau? On a quel niveau pour pouvoir maintenant parler d'égal à égal avec un tel? Parler d'égal avec un tel autre? C'est ce qu'on doit chercher. C'est là qu'on doit aller. Mais le reste, c'est un petit peu de sortie de cabaret, les paroles de cabaret où on est un peu saoulé là. On est un peu sous là. Je crois que c'est pas la peine. On ne doit même pas tenir compte de ça. Le panafricanisme en a fait encore du pas. On n'a qu'à laisser ça tomber. Parce que nous-mêmes, là, on doit penser d'abord, on doit être nationaliste d'abord. La première chose, nous, on doit être d'abord nationaliste. Merci beaucoup. Alors, attendez. Permettez-moi que je pose la même question à Ami Ouaroba. Ami, bonsoir. Rebonsoir. Voilà. Chaque personne a répondu, hein, comme tu n'étais pas là. Alors, que penses-tu des Ivoiriens soi-disant panafricains
qui ne sont pas pour le développement. Entre parenthèses, le copier-coller qui veut dire prendre l'exemple de l'Europe pour embellir la Côte d'Ivoire. Qu'en penses-tu? Comme le cher frère vient de parler à l'instant, Oui. et ceux qui ont parlé il y a quelques minutes, que j'ai pu entendre, effectivement, moi j'appelle ça un effet de mode. Voilà, maintenant, la différence par rapport à avant, c'est que maintenant, il y a le digital. Donc, il suffit qu'une personne sur les réseaux sociaux balance un buzz ou de fausses informations, les autres personnes qui se connectent, qui ne vont pas à la source de l'info, parce que soit ils monétisent leur page, donc c'est bien à parler de ce qui se passe actuellement, ou tout simplement, ils n'ont rien à faire. Bon, voilà, c'est le mot qu'à la mode. Et puis, en plus de ça, tu parles de ce mot-là, ça te fait plus d'abonnés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un effet de mode, clairement au niveau de la communauté africaine et dans son ensemble. Parce que, comme il l'a si bien dit, qu'est-ce que nous, on apporte à notre pays? Un pays, le développement, c'est vrai, le gouvernement, il a son rôle, son devoir au niveau de la population, mais nous-mêmes, population, on se doit de mettre notre pied à l'édifice, d'envoyer notre pierre à l'édifice pour pouvoir faire des choses, fabriquer des emplois, autant que, par exemple, le ministre de l'Emploi. Moi, personnellement, ma devise, et ce que j'inculque à mes enfants, c'est d'avoir un mindset de leader. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? On est né ici, moi je suis né ici, je suis binationale, mes parents ont grandi ici, mes grands-parents côté maternel, mon grand-père a fait la guerre, donc je suis autant française qu'un Portugais qui est rentré dans l'Europe il n'y a pas longtemps. Quand on me demande, sans vouloir m'éloigner du débat, je dis je suis française, mais d'origine et avec fierté. Mais je n'oublie pas mes origines. Donc moi, ce que je fais, ce que j'inculque à mes enfants, voilà, j'essaie de les envoyer souvent en Afrique pour qu'ils se disent, oui, vous avez tout le confort ici, mais demain, en tout cas, même si vous ne retournez pas en Afrique, sachez que vous devez apporter votre pierre à l'édifice. Vous devez participer, contribuer au développement de notre pays d'origine. C'est-à-dire tout ce qu'on apprend ici ou tout ce qu'on a à notre disposition, ça doit être quelque chose de positif et d'impactant sur la population en Afrique. On doit pouvoir créer aussi nous des emplois de parce qu'on voit ici, de parce qu'on apprend ici. Moi, je pense que là, ce sera réellement un panafricain parce qu'on aura les moyens de notre politique face aux grandes puissances économiques. Pourquoi on ne nous écoute pas, nous, l'Afrique? Pourquoi quand Poutine il fout la merde et personne ne veut bouger? C'est pas parce que, voilà, Poutine, ses menaces font peur. Non, parce qu'on sait que c'est un pays d'une grande puissance, donc les autres, ils disent, oula, on va pas bouger parce que lui, il a le nucléaire, il a ceci, il a cela. Mais pourquoi quand c'est l'Afrique, voilà, on s'enfuit, ils s'en fichent, ils sont toujours derrière, ils allument le feu, après ils font semblant de jouer aux pompistes. Mais parce qu'on n'a pas encore les moyens de notre politique. Au lieu de cracher du sucre sur le gouvernement, même si, comme il a dit le frère, tout ne peut pas être parfait, on est en construction. Même la France, quand ça a été construit, il y a eu des têtes coupées, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais pour pouvoir construire, forcément, malheureusement, les riches vont profiter, les pauvres vont s'appauvrir. Mais après, avec le temps, tout le monde va être au même niveau. Donc nous qui sommes en diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les pauvres? Nous, comme on sait bien le faire, c'est de les aider. Mais les aider, c'est pas... Moi, je suis pas pour envoyer de l'argent à chaque fois. Quel projet? C'est demander aux jeunes quel projet tu voudrais faire, quel projet tu voudrais mettre en place. J'investis sur toi pour que toi, demain, tu deviens autonome. Ça fait un de moins. Lui aussi, à son tour, il va aider quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire. On a partout où on se trouve en Afrique. Ça fait 2 de moins. Ainsi de suite. Et nous, on pourra prétexter à dire, voilà, on s'arrête devant les blancs, enfin les grandes puissances économiques, et on dit, nous, maintenant, on veut ça, 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 ça. On veut que ça se fasse comme ça et pas autrement. Mais là, ils vont nous regarder et ils vont nous regarder correctement. Parce qu'ils se diront, oh, attention, ils ont vraiment le pouvoir. C'est plus l'époque coloniale. On a affaire à des personnes cultivées qui ne sont plus analphabètes,
qui voient clair maintenant, qui font limite à notre niveau ou qui nous dépassent. Donc moi, j'adhère à 100% avec ce que l'interlocuteur vient de dire tout à l'heure, juste avant moi, parce que c'est complètement ma devise. Il faut arrêter ce mot-là à la mode. On va au café, on va au restaurant, oh, panafricanisme, panafricanisme. Et il suffit que toi, tu essayes de développer un petit peu, on te trouve trop occidental, trop ceci, trop cela. Mais sortez, allez-y dans d'autres pays, si vous pouvez. Allez-y dans d'autres régions même françaises. Rien que ça, ça nous amène une ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit-là fait que ça nous donne encore plus la niaque de réussir ici en France pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Et ça, à ce moment-là, on pourra dire, ah si le gouvernement a mal fait, moi je peux parler parce que voilà, je contribue au développement et là au moins on pourra m'écouter. Pour moi, c'est ça en fait. Le panafricanisme, c'est qu'un mot, c'est très joli, c'est noble, mais ça ne sert à rien. Ok. Alors franchement, merci beaucoup. Oui, attends, avant que je donne la parole, laisse-moi dire quelque chose à Ami. Ami, tu sais quoi? Au début de la vidéo, justement, j'ai montré une personne d'origine béninoise hein, qui est en train de mettre les portables en place en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est très important. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'on se prenne en charge. Le Livarien nouveau est né. Ce n'est plus comme le Livarien d'avant. Voilà. Donc, quand tu verras plus tard la vidéo, tu le reverras. Alors, Maître Fasciné, on vous écoute. Oui, je pense qu'il faut être très prudent dans ce qu'on dit, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Tout à fait. Comme je le disais, le panafricanisme est une bonne chose, il faut y croire. Il faut que nous tendions vers cela, parce que de l'unité vient la force. Maintenant, ce qui est critiquable et condamnable, et là je rejoins Ami, si elle m'autorise à la tutoyer. Oui, elle est dit. Ce qui est critiquable, c'est le panafricanisme tel qu'on veut nous le vendre. C'est ça qui est le problème. Sinon, en soi, il est bon, le panafricanisme, parce que ça veut dire que nous joignons nos forces. Il est bon qu'on construise des autoroutes ensemble, que ça passe par le Ghana, ça passe par le Nigeria, etc. Parce que nous joignons nos forces. Et maintenant, le président Fred Boigny avait dit une chose que les gens avaient retenu à l'époque et qui maintenant semble s'être étouffé. Il avait dit la solidarité dans le malheur est une bonne chose. La solidarité dans le mal, non. Les condamnables, les critiquables. Et le drame de ce panafricanisme nouveau qu'on veut nous vendre, c'est qu'ils ne sont solidaires que pour mal faire. Ils ne sont solidaires que pour critiquer. Ils ne sont solidaires que pour pointer du doigt le blanc. Dire ils sont comme ci, ils sont comme ça, comme si leur faute était d'être blanc. Non, il faut qu'on arrête l'exploitation, il faut qu'on arrête le commerce qui ne se fait que dans un sens et dans un autre, parce qu'à terme, nos enfants, nous devrons leur rendre compte. Mais il n'est pas utile pour cela d'être raciste. Il n'est pas utile pour cela d'insulter Macron. Il faut dénoncer les actes qui aussi sont des ça. Il faut le faire. Maintenant, si être panafricaniste, c'est assassiner le caractère de tout le monde au motif que nous sommes africains d'abord, non. C'est de l'ultranationalisme. Ça n'est pas du panafricanisme. Il faut le savoir. Et le terme est tellement galvaudé qu'un ancien président que je ne nommerai pas, mais que vous saurez reconnaître, s'y est engouffré. Parce que c'est aussi pour lui l'une des seules façons, et quelqu'un l'a dit avant moi, de revenir sur la scène. Mais en soi, il faut que nous, Africains, sachions que Paris ne s'est pas construire d'une journée. Tout à fait. New York non plus. C'est pas à pas que nos pays sont en train de se construire. Et au terme de cette construction, il serait souhaitable que nous puissions nous réunir. Quand vous traversez les États-Unis et que l'Américain vous lui demandez, tu as déjà voyagé? Tu dis, of course, j'ai déjà voyagé. Où est-ce que tu as été? Oh, I was in Alabama, I was in... Pourquoi? Parce qu'il est chez lui, tous ces États se sont unis, il n'a besoin d'aller nulle part, ils sont forts. Ça, si demain on peut le dire, parce qu'on a réussi à être assez fort pour nous unir au Burkina, pour nous unir au Mali, etc., 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 l'Afrique aura gagné. Travaillons chacun à notre mesure, à notre niveau, c'est-à-dire à la maison.
c'est-à-dire sur nous-mêmes, ne pas faire pipi dans la rue, comme on a dit tout à l'heure, refuser de corrompre un policier, etc. Vous allez voir que ça va, de minima, ça va se maximiser. Et puis un jour, on aura des nations dont nos enfants, ou peut-être nos arrière-petits-enfants, ou les arrières d'après, en seront fiers parce que nous aurons fait ce sacrifice. Maintenant, ce que je dis, c'est un peu pieux. On va me traiter de rêveur. J'en suis tellement fier. Voilà. Alors, je pense que Maître Fasciné, les autres nations sont solidaires, mettent dans la main pour construire, parce qu'ils sont tous pour le développement. Alors que nous, en Afrique, on est là pour manger pour soi. C'est-à-dire comment avoir de l'argent pour moi et ne pas travailler. Malheureusement, c'est ça. Alors, Maître, allez-y. Et puis, c'est des choses plus simples. On est heureux quand un Diboué ou quoi est nommé à l'Assemblée nationale française. Mais ici, on va te dire, il est Ouedago, il ne peut pas être ivoirien. Tout à fait. Vous voyez, il y a un problème. Il y a un gros problème même. Alors que la nationalité confère les droits, en plus des devoirs. Alors, Maître Kouadio, à vous. Écoute, on va bientôt arrêter, hein? On va bientôt arrêter à 22h pile. Oui? Oui. Voilà, moi j'ai écouté Maître Fasciné, j'ai écouté la dame. Oui. Franchement, ils ont tout dit. Tout à fait. Franchement, je n'ai rien à ajouter dessus. D'accord. Je crois que c'est celui qui veut comprendre, il comprendra. Mais celui qui ne veut pas comprendre, mais ça c'est qu'une seule chose, c'est que le panafricanisme, tel qu'on le pratique aujourd'hui chez nous, c'est du pivot. Alors, avant de donner la parole à Ami, alors moi je voudrais dire que franchement, les Ivoiriens, vous savez, quand on dit, moi je parle plutôt de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas parler de l'Afrique, hein, je parle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit déjà l'Africain, on fait semblant d'être solidaire, on n'est pas solidaire, nous sommes dans la méchanceté. Donc je préfère le développement de mon pays. Voilà. Donc, Ami, voilà ce que j'ai envie de dire. Soyons frères, soyons amour pour le bien-être de notre pays. Allons vers les gens qui sont dans la logique pour évoluer. Parce que quand tu veux perdre ton temps pour éduquer une personne, tu perds ton temps. Vous voyez, les animaux eux-mêmes, hein, ils ont leur, je sais pas moi, bon, je dirais pas enfants, hein, les oisillons, les éléphantos. Ils ont leur code. Ils ont leur code. Voilà, ils ont leur code. Ils les prennent pour un petit moment. À vivre ensemble. Ils les prennent un petit moment. Et après, ils sont autonomes. Voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais nous, non. On ne cherche pas à comprendre ça, en fait. On est là, on ne cherche pas le développement. Donc, nous sommes dans le suivisme, ce qui fait qu'on perd trop de temps. Donc, maintenant, moi, j'ai décidé maintenant d'aller vers Ami, d'aller vers Facilé, d'aller vers le doyen, vers mon cher ami Maître Kouadio, Maître Stéphane, mon épouse et tant d'autres qui veulent le bonheur des autres. Je ne veux plus m'emmerder avec les gens qui ne me suivent pas. Parce que quand tu regardes bien, quand une personne est malade, tu vas vers lui pour savoir s'il va mieux ou pas. Mais si la personne décède, tu ne peux rien faire. Il faut que tu évolues, oui ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'avais à dire comme conseil. Là, je te laisse la parole avant de conclure, Maître Fasciné. À toi ton dernier mot. Oui, alors ce que je voulais dire, et c'est par prudence parce qu'on va se faire incendier d'avoir mis le feu sur l'Ivoirien. Il faut préciser que quand on dit l'Ivoirien, c'est un terme générique. Hein. Il y a des exceptions, mais malheureusement, c'est celle qui souvent confirme la règle. Donc, on va modérer notre propos. Il y a des gens dans ce pays qui, comme nous, pensent développement, construisent développement. On essaie de ramener tout le monde. C'est pour ça qu'on fait cette critique, mais c'est aussi surtout parce qu'on aime bien notre pays. Voilà, qui aime bien. Mais quand ils ne cherchent pas à comprendre, malheureusement. Au contraire, ils t'envoient bouler. Donc maintenant, moi, ça rend malade. Et à force d'être dans les pensées, on devient dépressif. Voilà. Alors, Ami, à vous. Voilà, moi, si je peux juste rajouter à ce que Maître vient de dire, effectivement, il y a plein d'Ivoiriens, et d'ailleurs, ils ont fait leur communauté, on les appelle les expats. Oui, il y en a plein qui sont revenus. Ah, c'est une communauté très organisée. Tout à fait. Clairement, très, très organisée et tout. Bon, ils sont encore minoritaires, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est clair que, voilà, on a ces propos-là parce qu'on est dans l'ambiance du débat et tout ça. Mais en vrai,
c'est parce que c'est un cri de cœur en fait. On aimerait, moi personnellement, c'est vraiment mon rêve, ce serait vraiment que tous les Africains confondus, on puisse devenir une grande puissance comme l'Europe ou les États ou l'Amérique. Donc moi, comme d'autres personnes aussi, je pense pareil. Mais après, il y a des moments aussi, faut réussir à être sérieux et à réussir à pointer du doigt sur certaines choses, quitte à se faire taper dessus derrière. Parce que même si tout le monde n'écoute pas, il y aura certaines personnes quand même qui vont écouter et qui vont se reconnaître dans ce que nous sommes en train de dire. Et ces personnes-là, c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est génial, hein. Ça a le côté positif et négatif, mais ces personnes-là peuvent, de par ces interventions-là, dire ah ben écoute, je vois que ces personnages ils ont à peu près la même mentalité, les mêmes idéologies que moi. Ah ben je peux aller voir leur profil et pourquoi pas échanger avec eux. Peut-être il peut avoir là, si on raccroche, des personnes chefs d'entreprise ou tout simplement des futurs entrepreneurs qui vont dire ah ben de par nos échanges qu'on a eus, ben, pourquoi pas aller leur faire être force de proposition et leur proposer, je dis n'importe quoi, hein, proposer par exemple de faire une tontine logement ou de faire des projets en commun pour le bien-être de notre pays. Voilà. Le but, je pense aussi, de ces web radios, comme vous faites en direct, ça doit avoir de l'impact. Donc, c'est bien de dire les choses, les enjoliver et tout, mais il faut aussi les dire telles qu'elles sont. Et là, moi, en tout cas, pour ma part, ça paraît un peu brut comme ça. Bon, pour ceux qui me connaissent, quand je parle, j'ai cette manière un peu brute de dire les choses, mais je mords pas, rassurez-vous. Mais voilà, c'est vraiment, ça vient du cœur. Et moi, comme tout le monde, j'espère vraiment à une Côte d'Ivoire nouvelle. Et on est vraiment bien parti. On est en pleine émergence. Et j'y crois fortement. Et je fais tout aussi pour vraiment mettre ma pierre à l'édifice. Et j'espère que vraiment encore plus de monde feront la même chose, même si je dis c'est déjà fait. C'est en cours de téléchargement, comme j'aime dire. Merci voilà, beaucoup, ma très chère tendre amie Waraba. Il me fait plaisir d'entendre. Voilà. Et donc, moi, je remercie tous les intervenants et même ceux qui ont été sur place et en live ou en tant que follower. Je vous remercie tous. Bamba Drissa, l'homme d'État Momo et tant d'autres, Sanogo, Ahmed Karamoko, et voilà, même Facilé, l'empereur, Karl Marx, voilà, et toutes les personnes que j'ai pas cité leur nom. Voilà, vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix. Parce que sans la paix, on peut aller nulle part. En tout cas, je suis vraiment fier de toutes les personnes qui aspirent au développement de la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Je remercie Maître Fasciné qui m'a pris, qui m'a fait visiter un peu la Côte d'Ivoire. Je remercie un certain commissaire, je ne dirai pas son nom, sauf si me l'autorise, qui m'a fait visiter la Côte d'Ivoire. Je remercie l'empereur qui m'a sécurisé à Djamé, parce que je suis allé chercher un colis, mais qui a été mon garde-corps quand les gens n'arrivaient pas de me suivre, parce que j'avais, voilà, j'étais bien habillé. Donc, il m'a sécurisé, je le remercie. Parce que finalement, lui-même, il avait peur, finalement. Il m'a dit non, je ne bouge pas tant que tu n'as pas tes colis. Donc, il m'a accompagné jusqu'à la gare, j'ai pris mes colis, après je suis parti. Il m'a déposé, j'ai pris mon taxi. Voilà, je remercie toutes les autres personnes, parce que la Côte d'Ivoire, en ce moment, les Ivoiriens vivent mieux. J'ai vu, il n'y a pas d'histoire, les gens se vaquent à leur occupation. Tout le monde est occupé. Même M. Almami Fasciné, on a eu du mal à se voir, tellement qu'il est aussi occupé comme tout le monde. Voilà. Donc, les Ivoiriens n'ont plus notre temps. Oui. Mike, juste pour dans ce que disait Ami, oui. Ma page Facebook est Almami Fasciné Silla. Oui. Et puis, ce soir, j'ai eu mon salaire. D'accord. Ami. Alors, son Facebook, c'est Almami Fasciné. Almami Fasciné. Voilà, tu peux aller. Voilà, tu peux faire une demande. Elle est très agréable. Franchement, c'est une femme. Ça fait rien de désagréable. La vie est courte. On nous le rappelle à chaque fois. Moi, tu sais, je dis toujours, profitons de la vie. Je sais que je suis partisan de ça. Tout à fait. Profitons de la vie. Quel que soit les jugements et autres, je m'en fiche. Tant que je me sens bien avec les gens que j'apprécie, c'est tout ce qui m'importe. Voilà. Et dès lors où je sens des trahisons et autres, je m'embête pas plus que ça. Voilà. Je m'écarte, tout simplement. Parce que ça sert à rien, les injures, les insultes et tout ça. Non, je perds mon temps. Je préfère perdre mon temps à comment je vais faire pour contribuer au développement de mon pays, comment je vais faire pour
permettre à mes enfants d'avoir un devenir meilleur et sans qu'ils soient catalogués quand on va, un truc qui n'a rien à voir, quand on va dans le sud de la France par exemple. C'est, voilà, les Occidentaux, en 2022, voir des familles, moi j'ai une grande famille, hein, j'ai 4 enfants, voilà, j'explique un peu ma vie, désolé, voir une jeune femme avec ses 4 enfants et son conjoint se promener comme ça sur les belles plages, ben, même en 2022, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Effectivement. Il y a des Occidentaux qui n'ont pas, ils ont l'habitude de voir, oui, les familles africaines, toujours, voilà, je dirais pas le mot. Mais donc moi, c'est une fierté pour moi, en fait. Tout à fait. J'ai la tête bien haute, je suis là comme eux, j'ai envie d'aller après la plage au resto, ben je me paye mon resto parce que je travaille dur pour. Donc je n'ai pas honte, en fait, de vivre la vie que j'ai choisie. Parce que je l'ai choisi et je mérite de vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc je veux que ce soit pareil pour tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, que vraiment Dieu nous facilite tous et que quand on ne sait pas quelque chose, qu'on n'ait pas peur de s'approcher de ceux qui ont, mais avec de bonnes intentions. Parce que dès lors où il y a de bonnes intentions, il n'y a pas de problème. On est tous pour le partage. Mais si ça vient avec des intentions de profit ou de méchanceté, moi, la première, je m'écarte. Donc, si on arrive à avoir cette solidarité sincère et sérieuse, je vous assure, comme plein de communautés asiatiques, des communautés indiennes, ben, on aura tout compris. Hein. Franchement, l'Afrique va se développer, mais à une puissance, on n'aura même pas idée, quoi. C'est juste ça qui nous manque. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Eh bien, sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Ah, vas-y. Je disais, juste pour terminer mon propos, que ce soir, j'ai été content de cette conversation. Et comme dans certains milieux, je peux dire que j'ai eu mon salaire. Merci beaucoup. Oh, c'est touchant. Merci beaucoup. Je suis vraiment touché. OK. Bon, au plaisir. Hein. Donc, je remercie l'école Soyonko, le CENI Diarasuba, Timo Kaladji, Sekou Doumbia, Ahmed Chicago et toutes les personnes qui n'ai pas dit leur nom. Je m'en excuse. Bilaté, Grand Charles, David Soutso, Zakaria Leguiri, Lilcon, Abed, voilà, Dao Dao et Doum César, Alessandre, voilà, tout ça, de Grand Liam Sokro, et voilà. Sur ce, merci à tous et à très bientôt. Voilà, au revoir tout le monde.